Après le passage de la tempête Xynthia, une peine réduite en première instance, les juges s'étaient prononcés pour 4 ans de prison ferme. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences du Sénat, Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est certainement le plus gros scandale d'évasion fiscale jamais mis à jour par un consortium de journalistes rassemblant des rédactions de 76 pays. Appelé Panama Papers, il décortique le système de la finance offshore et surtout révèle les noms des bénéficiaires. Parmi eux, des chefs d'État comme Vladimir Poutine ou encore des stars du football, Michel Platini et Lionel Messi. 1000 Français seraient également concernés, dont un parti politique, Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping. Jusqu'ici, ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé lors de cette interview à la télévision suédoise. Þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búinn að kynna mér. Þú pratar mig í viðtal og... Þú seldir þinn hlut í félaginu. Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. De quoi mobiliser pendant un an 370 journalistes du monde entier pour éplucher et comprendre ces montages financiers. Des montages bien connus, mais jamais mis à jour à une telle échelle. La fraude fiscale, ça sera comme le crime, c'est comme la délinquance, ça s'arrête jamais, il faut toujours la combattre, et il faut toujours la combattre avec des moyens supplémentaires et nouveaux. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça donne des armes. Ça donne des armes politiques pour dire ça suffit, pour dire la transparence. L'affaire promet encore de nombreuses révélations. Le Monde s'apprête à dévoiler le nom d'un parti politique français impliqué dans Panama Papers. Et face à l'ampleur de ces révélations, François Hollande promet des enquêtes du fisc et des poursuites judiciaires. On l'écoute. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. L'évasion fiscale déjà au cœur de 2 commissions d'enquête sénatoriales en 2012 et en 2013. Des sénateurs avaient cherché à chiffrer son montant et à démanteler le fonctionnement. Plusieurs préconisations avaient été formulées, pas toujours suivies des faits. Stéphane Amalian. Placer de l'argent hors de France n'est pas en soi illégal. Mais dissimuler ses avoirs au fisc constitue une fraude. Et un manque à gagner pour l'État. Il serait proche des 80 milliards d'euros par an. Des propositions avaient été formulées par le Sénat en 2012 et 2013 pour prévenir les abus, notamment l'instauration d'un délit d'incitation à la fraude fiscale, la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics attaché au Premier ministre et un plus grand recours aux poursuites judiciaires. Des propositions qui ne sont pas reprises par la loi du 5 novembre 2013 qui donne un nouveau cadre à la lutte contre la fraude fiscale, avec notamment la création d'un procureur financier national, des amendes plus sévères et un recouvrement rapide des sommes dues à l'État. En 2015, la lutte contre la fraude a permis à l'État de recouvrer plus de 12 milliards d'euros et 2,65 milliards de recettes fiscales supplémentaires.
Tam Tranier nous a rejoint sur ce plateau, notre chroniqueuse parlementaire. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors on vient de le voir, les sénateurs avaient entendu de nombreuses personnalités lors de ces commissions d'enquête parlementaires sur l'évasion fiscale. Ils avaient déjà été alertés sur ces montages financiers offshore. Et à l'époque, on avait déjà beaucoup parlé du Panama. Et oui, le Panama qui déjà à cette époque-là comptait parmi les mauvais élèves. C'est l'un des territoires qui collaborait le moins en matière de transparence fiscale. C'est déjà ce qu'avaient confirmé plusieurs personnalités auditionnées, que ce soit le juge Renaud Van Rymbeek ou bien encore le président de la BNP Paribas, Baudouin Pro, qui avait dit à l'époque que c'était la raison pour laquelle, en 2009, la banque s'était retirée du Panama. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, il y avait eu comme un changement de pied, comme une inflexion. Le Panama était redevenu un État fréquentable, un choix d'ailleurs très critiqué par Hervé Falciani. Hervé Falciani, c'est cet ancien employé de la HSBC qui a fourni au fisc français une liste de comptes en Suisse non déclarés. On l'écoute. Le précédent président de la République, qui va prétendre que les paradis fiscaux sont finis, son action concrète, la seule dont moi je puisse témoigner, et dont nous pouvons tous témoigner, parce que malheureusement je ne peux pas témoigner qu'il ait aidé à quoi que ce soit, pour ma part, son seule action concrète aura été de permettre au Panama de pouvoir continuer à travailler. Et donc la France, qu'elle a eu une action, elle a été au niveau des paradis fiscaux, sous la présidence de M. Sarkozy, a été néfaste pour nos intérêts personnels. Alors si on remet cette phrase dans le contexte, il fait bien sûr allusion à Nicolas Sarkozy. On rappelle qu'à l'époque, en 2013, la France venait de basculer à gauche. Hervé Falciani critique Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Retour une année plus tôt, en 2012 très exactement. La droite est encore au pouvoir. Et voilà que la France ratifie une convention fiscale avec le Panama et sort du coup le pays de sa liste noire des paradis fiscaux. C'est une mesure d'ailleurs que la gauche sénatoriale, la gauche qui est d'ailleurs majoritaire à l'époque au Sénat, critique, déplore. Pour elle, les conditions de transparence ne sont pas remplies par le Panama. Écoutez cet échange entre Nicole Bricq. Nicole Bricq est d'ailleurs à l'époque rapporteure générale du budget et elle échange avec Valérie Pécresse qui, elle, à l'époque, est ministre du budget. Si je regarde la liste qui a été publiée ce matin, évidemment Panama a disparu, ça on avait compris qu'il y avait urgence, que le gouvernement voulait aller absolument faire disparaître Panama. Mais, et vous venez de dire tout à l'heure, dans votre propos liminaire, j'ai noté vos propos, la signature des conventions fiscales n'est qu'une première étape qui doit être suivie des faits concrets. Je rappelle que nous avons refusé en séance, à l'unanimité, le Panama parce qu'on a jugé, comme le Forum du reste, qui n'avait pas la capacité normative de ne plus être un territoire non coopératif, malgré la volonté de ses dirigeants. J'ai pas compris la position qu'a prise le groupe socialiste au Sénat sur le Panama, parce que le Panama accepte de signer un accord de transparence. Acceptons-en l'augure, signons avec le Panama, c'est un geste, c'est une avancée, il faut le faire, on signe, on ratifie, une fois qu'on a ratifié et signé, on fait entrer en vigueur l'accord. On le voit donc, il y a deux points de vue qui s'affrontent. D'une part, Nicole Bricq qui estime qu'en signant une convention fiscale avec le Panama, on a cherché à satisfaire en fait des intérêts économiques, des intérêts diplomatiques. D'ailleurs, elle avait déjà dit qu'à l'époque, il y avait eu des pressions d'entreprises françaises qui avaient insisté pour que l'on signe cette convention fiscale, des entreprises qui voulaient s'installer au Panama. Et d'autre part, vous avez le point de vue de Valérie Pécresse qui dit, elle, que le gouvernement a proposé à tous les paradis fiscaux de signer une convention fiscale où ces pays s'engagent à plus de transparence. Et à partir du moment où ils acceptent de signer, on les sort de cette liste noire et on voit bien ce qu'il advient. Ouais. Alors cette convention fiscale entre le France et le Panama, est-ce qu'elle a eu une quelconque efficacité, Tam ? Écoutez, les conventions fiscales bilatérales comme celle-ci, on le sait, elles ne sont pas connues pour être des instruments efficaces, pour être des instruments contraignants. D'ailleurs, c'est ce que dit le sénateur Éric Bocquet, qui est sénateur communiste et qui était le rapporteur de ces commissions d'enquête. Il a pris, par exemple, la dernière convention qui a été signée avec la Chine. Elle s'applique partout en Chine, sauf à Macao et à Hong Kong. En clair, la France ferme les yeux sur les paradis fiscaux. Mais pour ce qui concerne le Panama, sachez qu'il est à nouveau dans le collimateur de Bercy. La France qui estime que le Panama ne coopère pas suffisamment en matière de transparence, en matière de demande d'information. D'ailleurs, dans un communiqué datant de 2015, le ministère des Finances dit qu'il en tirera les conséquences en 2016. Certainement que cette affaire des Panama Papers va l'y aider. Merci beaucoup, Tam. Et on reparlera des implications et des conséquences de ces révélations avec nos invités à 18h.
Et puis, pour une première réaction à ce scandale, on écoute tout de suite la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann, membre de ces commissions d'enquête au Sénat. Elle répond aux questions de Saveria Rojek. Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Vous avez été membre des 2 commissions d'enquête sur la fraude et l'évasion fiscale. On vient de le voir dans le reportage. François Hollande a réagi tout à l'heure au scandale, au Panama Papers. Il promet des enquêtes judiciaires. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut encore renforcer notre arsenal législatif? C'est déjà bien qu'il s'engage en ce sens, mais néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut qu'on renforce nos outils législatifs en France. Il faut surtout qu'on arrive à faire des espaces de coopération beaucoup plus efficaces et plus rapides en Europe. Et il faut bien sûr que l'Europe se fasse entendre au niveau international. Alors le Sénat, justement, lors de ces 2 commissions d'enquête, lors de ces 2 rapports, avait fait des propositions. Vous en aviez faites vous-même. Vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas du tout avoir été écouté, suivi par le gouvernement? Non, il y a eu des avancées, notamment dans la loi qui a suivi l'affaire Cahuzac. Donc ça, de ce point de vue, il y a eu des vraies avancées. Néanmoins, oui, il y a eu la création d'un parquet financier. Et puis toute une série de dispositions. Néanmoins, il y a encore énormément à faire. Alors, si on reprend déjà au niveau national. Au niveau national, il faut sans doute se doter, ce qu'on proposait, de ce qu'on appelait un haut commissariat pour défendre les intérêts financiers contre l'évasion fiscale internationale. Pourquoi ? Parce que les délinquants, et on le voit, utilisent toutes les failles de notre système. Dès qu'on change la loi pour la durcir, hop, ils trouvent un contournement. Donc il faut que ce haut commissariat ait toutes les statistiques, les surveillances, les compétences avec les lanceurs d'alerte, un peu comme on prend des hackers pour aller traquer la délinquance, des vrais gens compétents qui vont voir comment va s'installer les fraudes possibles et nous permettre de réagir à temps et pas trop tard. Et vous réclamez surtout la création d'une véritable taxe sur les transactions financières. Oui, la taxe sur les transactions financières a l'avantage de rendre visibles les choses. Mais globalement aussi, ce qui manque, ce sont des sanctions pénales, des sanctions dissuasives. Alors au niveau international, les fameuses listes noires, les fameuses listes des non coopératifs. Oui, quand on voit que le Panama a été enlevé de la liste noire des paradis fiscaux. C'est que formel. Donc il faut arriver à maintenant avoir des sanctions quand il y a des dysfonctionnements et qu'il ne suffise pas d'être sur une liste mal vue. La transparence c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors en France, les sanctions, moi j'ai toujours plaidé pour le lever du verrou de Bercy, c'est-à-dire plutôt que de négocier les niveaux, pouvoir condamner, les juges puissent aller en pénal, c'est plus dissuasif que de payer une amende. Un dernier mot assez rapidement. François Hollande a remercié ce matin les lanceurs d'alerte pour leur travail utile. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de créer un statut pour protéger ces lanceurs d'alerte? Oui, il faut un statut pour protéger ces lanceurs d'alerte. La France doit être à l'avant-garde pour la protection de ces lanceurs d'alerte en Europe et dans le monde. Regardez les Julian Assange et autres. Il est inacceptable qu'on laisse des gens qui ont pris des risques se trouver dans des situations difficiles. Et j'ai encore en souvenir l'affaire HSBC où une partie de ceux qui nous ont été indispensables vivent maintenant encore dans des difficultés. D'accord. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir réagi après ces nouvelles révélations d'évasion fiscale. Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous partons en mer, en Vendée, avec la sénatrice UDI Annick Billon. Elle se bat pour rendre la filière pêche attractive pour les jeunes, malgré une flotte vieillissante et un contexte de tension avec l'Europe qui multiplie les normes. Voyez ce reportage de Quentin Calmé. Annick Billon, sénatrice de la Vendée. Nous sommes aujourd'hui dans un très beau port de pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, commune littorale de la Vendée. Et il est 5 h du matin, donc un petit peu difficile. Les yeux sont un petit peu gonflés après le retour du Sénat hier soir de Paris. Et quand on est sénatrice de Vendée, mieux vaut avoir le pied marin. Au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au petit matin, dans ces casiers, des dizaines de crevettes. Des casiers reliés par une ligne de plus d'1 kilomètre et qu'il faut relever un par un. L'occasion pour Annick Billon de mieux comprendre la filière. Je suis assez surprise. On parle de quotas de pêche, mais en réalité, pour les casiers, il n'y a pas de quotas. Donc c'est assez surprenant. Pour les pêcheurs, une seule priorité, réduire le nombre de normes dans leur travail. Un message que la sénatrice dit avoir entendu. Je suis arrivée au Sénat en 2014. On parle systématiquement de simplification, de réduction des normes. Il faut qu'on ait ce souci-là en permanence. On en parle pour l'agriculture, on en parle pour la pêche, on en parle pour les entreprises. Il faut absolument qu'on évite de surtransposer les normes européennes déjà, mais aussi qu'on évite de rajouter des normes systématiquement.
Les Pays de la Loire, c'est la deuxième région de pêche en France après la Bretagne. Permettre que cette économie bleue reste compétitive en Europe, c'est l'un des défis des élus vendéens. Une compétence qui aurait dû revenir à la région avec la réforme territoriale, mais qui restera finalement au département. Pour les élus, il faut s'assurer également que la filière reste attractive pour les jeunes pêcheurs. Et vous avez fait quelle formation, vous qui êtes le plus jeune lycée maritime? Comme il a fait Baptiste, bon, c'est très bien, 3 ans d'école. Ouais. Mais bon, on se rend bien compte que dans l'entreprise, plus on commence tard à travailler, c'est pas mieux. La sénatrice s'est impliquée dans les travaux sur l'économie bleue débattus il y a quelques jours au Sénat. La criée de Saint-Gilles fait partie de 4 criées en Vendée, spécialisées dans le poisson bleu. Alors il n'y a pas que du poisson bleu, il y a des congres aussi, ils sont très impressionnants. Parmi les projets qui inquiètent les pêcheurs, un nouveau parc éolien entre Noirmoutier et l'Île-Dieu. Vous ne pourrez pas pêcher? Ah oui, ah là avec les éoliennes on ne pourra pas pêcher. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a un deuxième parc qui était envisagé. Je pense que les politiques avaient quand même dit installons le premier parc et puis après on verra. Il faut quand même qu'on ait un retour sur cette activité, sur les conséquences au niveau de la pêche, parce qu'il y en aura forcément. C'est une activité riche. Ici sur le port de Saint-Gilles, il y a environ une 50aine de bateaux, il y a une centaine de marins pêcheurs. Ça fait vivre énormément de familles. Un développement économique qui passe aussi par le tourisme. Première visite sur le futur site du port de Bretignolles, un port de plaisance. Et le chenal, il passerait là. Ici, non mais là, entre les deux là. Ah oui. 15 ans que le projet a été lancé, mais il fait face à d'importants blocages. Pourtant, la Vendée manque d'anneaux pour amarrer les bateaux. Ici, le projet en prévoit d'en installer 1000, un port qui pourrait créer 150 emplois sur 2 ans. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le même cas de configuration de la ferme des 1000 vaches, de Notre-Dame-des-Landes. Quand vous prononcez le mot port, vous êtes un grand vilain bétonneur qui veut salir la mer. Et voilà, c'est un outil de communication fabuleux pour les associations environnementales. Un projet que la sénatrice promet de défendre, y compris auprès de Bruno Retailleau, le nouveau président de la région Pays de la Loire, et colistier d'Annick Billon en Vendée au sénatorial. Annick Billon, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans ce reportage, la compétence finalement de la gestion des ports, de la gouvernance et tout ce qui a trait à la pêche a été laissée finalement au département de la Vendée. Est-ce que c'était une bonne chose ou est-ce que ça aurait été mieux finalement de l'adapter à l'échelon régional ? Alors si on a bien écouté Christophe Chabot, il le regrette, vendredi sur site. Par contre, la compétence, désormais grâce à une délégation de service public, elle est prise en main par les locaux, par la communauté de communes notamment, qui est majoritaire dans la SEM, la Société d'économie mixte. Donc les acteurs du territoire vont prendre en charge leur destin, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Ils en ont les moyens, ces acteurs du territoire? Ils vont se donner les moyens, parce que lorsqu'on voit comment Christophe Chabot, le maire de Bretignolles, déploie une telle énergie pour son port depuis 15 ans, je pense qu'il va se donner les moyens pour la criée de Saint-Gilles d'assurer son développement et sa pérennité. On va revenir sur cette question du port de Bretignolles dans un instant. Au Sénat, vous êtes la présidente du groupe d'études mer et littoral. Alors, comment relayez-vous finalement les problématiques locales au niveau national par ce biais? Alors, je co-préside ce groupe mer littoral avec Michel Vaspart, sénateur des Côtes-d'Armor. Et c'est l'une des premières auditions qu'on a pu faire, c'est l'audition de Christophe Chabot, maire de Bretignolles, qui porte ce projet de port à Bretignolles depuis 15 ans, qui est face à de nombreuses procédures administratives. Il est soutenu par la population, soutenu par le territoire, et je pense que c'est important aussi de savoir qu'il y a des projets locaux d'envergure pour le développement économique, pour le développement touristique de la Vendée, et qu'il faut les soutenir, et c'était important de l'entendre au Sénat à ce sujet. Vous parlez du soutien de la population, justement, alors puisque vous parlez de ce port, ça a été même rebaptisé port de la discorde. On sait qu'il y a beaucoup d'associations qui militent contre ce nouveau chantier. Est-ce qu'il est compatible avec une protection du littoral, selon vous? Alors, il est tout à fait compatible, puisque nous nous sommes rendus sur site avec le journaliste Quentin Calmet, qui m'a accompagné vendredi sur site. La dune qui est imaginée, supprimée pour créer l'accès au port, c'est une dune qui avait été construite. Donc ce n'est pas un espace naturel d'origine. Et en réalité, ce port tient compte depuis 15 ans de toutes les demandes administratives en termes de protection. Donc il y a des zones humides, elles seront protégées. Tout est fait pour être en continuité d'urbanisation et pour préserver l'environnement. Et d'ailleurs, il a reçu récemment un prix Odyssea pour sa démarche environnementale. Alors qu'est-ce qui coince selon vous? Que dénoncent les associations qui s'opposent à la construction de ce nouveau port de plaisance?
En réalité, on l'a bien vu et je le dis dans le reportage, actuellement, dès qu'il y a un projet, des associations, des riverains s'opposent au projet. Ce n'est pas la majorité, mais on le voit bien avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on le voit bien avec la ferme des 1000 vaches. À partir du moment où il y a des projets, il y a des associations activistes, on va dire, qui n'ont rien à voir avec les locaux, parfois aussi, et qui s'opposent systématiquement et qui communiquent là-dessus. C'est un outil de communication pour ces associations qui s'opposent. Donc je crois que les acteurs du territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Bretignolles, ont bien compris l'intérêt d'avoir un port de plaisance. En Vendée, il y a un déficit au minimum de 1700 anneaux de places en plaisance. Si on souhaite développer la plaisance, et on doit la développer, je rappelle quand même que nous avons sur le département de la Vendée Beneteau, qui est un premier constructeur et qui exporte 90% de sa production, il faut absolument qu'on donne la possibilité aux Vendéens et aux habitants du Pays de la Loire de pouvoir faire de la voile en Vendée. Il y a un second problème par rapport au port en Vendée, c'est que, comme vous le voyez en Bretagne, il y a beaucoup de cabotage. En Vendée, ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas assez de ports pour pouvoir faire du cabotage et on manque de ports. Ça a été précisé dans toutes les auditions qu'on a fait au moment de l'économie bleue. Annick Billon, on voit aussi cette conversation avec un jeune pêcheur. C'est difficile de rendre cette filière attractive pour les jeunes. Qu'est-ce que vous leur bien préconisez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inciter à devenir pêcheurs? Je pense que le métier de pêcheur est difficile. Comme le disait le président du port, malgré tout, c'est un métier difficile, mais il y a du travail. Donc, il faut motiver les jeunes, leur donner l'envie de travailler dans ce métier. C'est un beau métier, rude, effectivement, mais qui a de l'avenir si les politiques réussissent à avoir des vraies politiques de défense du métier, de défense des quotas, pour éviter de se trouver dans la situation comme l'était Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2006, où on a stoppé les quotas d'anchois, et c'était un tonnage tout d'un coup qui se supprimait et qui était très embêtant, à la fois pour la criée et pour les pêcheurs. Donc il faut que nous, en tant que parlementaires, nous défendions la pêche, mais il faut aussi que les jeunes aient envie de se lancer dans des métiers difficiles, mais comme on l'a vu pendant le reportage, nous sommes partis à la nuit, nous sommes revenus au jour, et c'était quand même dans des conditions magnifiques, puisque la mer en Vendée est très belle. Ouais, je voudrais vous faire réagir à l'actualité aussi du jour. C'est la condamnation en appel du maire de la Faute-sur-Mer, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes après le passage de la tempête Xynthia. Les juges ont été beaucoup plus cléments qu'en première instance. Quel regard portez-vous sur cette condamnation? Alors déjà, je vais éviter de commenter une décision de justice. Malgré tout, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrance derrière ces événements. Nous étions encore, il y a peu de temps, à la commémoration à la faute. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc je crois que derrière ces événements, beaucoup de souffrance. Suite à ces événements, il y a eu une démarche de plan de prévention des risques littoraux qui sont en cours, toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, les risques de submersion, finalement, sont écartés? On sait aussi que le Sénat, vous n'étiez peut-être pas encore élu, a beaucoup travaillé sur ces questions. Alors, les plans de prévention des risques littoraux vont normalement éviter que de tels phénomènes se reproduisent, puisqu'ils sont établis en concertation avec la population et aussi par rapport aux ouvrages qui existent de protection de la mer. Et par rapport aux familles des victimes, est-ce que vous pensez que cette condamnation est à la hauteur? Elles se disent aujourd'hui particulièrement frustrées. Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur, forcément, lorsque vous perdez un membre de votre famille, un père, un grand-père, des petits-enfants, c'est toujours dramatique et on ne s'en remet jamais. Bon, voilà, je pense que la douleur est toujours là et je vous dis, moi, à chaque fois que je vais à la Faute-sur-Mer pour ces commémorations, je suis étranglée d'émotion à voir toutes ces familles éprouvées encore quelques années après. Ça a été rappelé dans le reportage de Quentin Calmet. Vous êtes une proche de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. On sait que le rôle de la droite sénatoriale a été pointé du doigt par l'exécutif dans l'échec de la révision constitutionnelle, à la fois par Manuel Valls, encore hier, par le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas dans les colonnes du JDD. Est-ce que vous assumez cette responsabilité de l'abandon de la révision constitutionnelle? Alors, je n'assume absolument pas la responsabilité de l'échec. Je crois que le président de la République avait fait une déclaration au Congrès. La majorité sénatoriale a suivi ses recommandations. Si il a lancé cette... C'est pas un peu de la posture, je reprends les termes du Premier ministre justement. Pour moi, ce n'est pas de la posture, dans la mesure où nous avons été conformes à ce qui avait été dit au Congrès. Je crois que le président de la République a lancé une révision constitutionnelle sans s'assurer
qu'il avait sa majorité avec lui. Il ne l'avait pas. Il ne peut pas reprocher maintenant à la droite sénatoriale d'être à l'origine de son échec. Merci beaucoup Annick Billon. Tout de suite, bien c'est le rendez-vous de lundi avec Alex Darmon pour un portrait décalé. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. C'est un peu votre première fois aujourd'hui. Oui, c'est un peu ma première fois. Vous êtes la première, Annick Billon, vous êtes la première, et il faut le dire, quand on a une première sur le plateau, vous êtes la première femme sénatrice de Vendée. Oui, tout à fait. Ça fait quoi ? Bah écoutez, ça fait que je suis la première femme de Vendée et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Bruno Retailleau et à l'UDI qui m'a choisi pour être candidate sur cette liste d'union de la droite et du centre. C'est bien, vous avez été là chercher votre place de sénatrice en tout cas. Vous en avez parcouru des kilomètres pendant votre campagne en voiture et vous aimez chanter du Véronique Sanson. Moi j'adore ça aussi. Vous n'allez pas me demander de chanter aujourd'hui, il fait très beau à Paris aujourd'hui. Si je vous dis, tu m'as dit que j'étais faite pour cette drôle de vie, vous me répondez? Non, non, je vous réponds pas, je vais pas chanter. Je vais faire pour vous, j'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Et vous avez fait ce que vous avez eu envie d'ailleurs. Pendant longtemps, vous ne venez pas de la politique au départ, vous êtes directrice commerciale chez Kodak, puis vous décidez d'entrer dans l'arène politique. Vous arrivez au Sénat, pas pour la photo cette fois-ci, non, mais bien pour vos idées. Vous êtes une femme de conviction, acharnée selon vos collègues, bretonne d'origine. Vous vous installez en Vendée il y a un peu plus de 20 ans. Vous échangez donc la crêpe contre la brioche. Vous avez amené d'ailleurs des brioches, vous l'avez vu. Et même si vous aimez tout ce qui est sucré, vous faites attention à votre ligne et vous gardez la forme en pratiquant, je crois, un jogging de 10 km sur la plage des Sables d'Olonne. Tout à fait. À quoi on pense lorsque l'on court 10 km le samedi matin? Alors c'est le dimanche matin, bien souvent. C'est le dimanche. Vos renseignements. Moi c'est le samedi, c'est moi, vous avez raison. Je confonds. On pense à tout en fait, et ça vide énormément la tête et c'est très agréable. Alors je cours avec mon mari, normalement il court devant mais il fait semblant de courir derrière. Allez, sympa, il est gentleman finalement. Bon, entre la course, les campagnes électorales, les inaugurations et les travaux parlementaires, vous trouvez aussi le temps d'être une maman accomplie comme toutes les mamans. Vous essayez de tout faire en même temps, linge propre, préparation de la nourriture, accompagner les enfants dans leurs études, c'est ça la méthode Billon, efficacité maximale. En même temps, ils vous le rendent bien puisqu'ils vous accompagnent lors des campagnes électorales, notamment les élections sénatoriales. Ça peut être ça aussi un peu la politique, donnant, non? Alors, ils m'accompagnent entre guillemets, je pense qu'ils n'ont pas forcément beaucoup envie que je leur rabâche les oreilles de politique, mais bon, ils sont assez sympas avec leur mère, mais assez incisifs aussi. Ah bon? Voilà. C'est une entreprise finalement, l'entreprise Billon, tout le monde se tire vers le haut. Et sur le terrain, ça donne quoi? Vous ne vous privez de rien, même pas d'une petite balade en mer. On l'a vu, vous avez le pied marin. Oui. Mais alors, est-ce que vous avez la jambe marine? On va regarder ça, regardez. Pour monter sur le bateau. Voilà. Non, non, c'est bon. Voilà. Ah, c'était... Combien de kilos par filière? 15 kilos? Non, là, il y a 4 kilos. Et voilà, quelquefois on a besoin du monde pour sortir d'un bateau, mais vous n'avez besoin de personne, vous. Alors le pied marin, oui, la jambe, non. Travaillez votre souplesse, vous l'avez dit, c'est important d'être souple en politique. Je ne le suis peut-être pas suffisamment, mais je vais apprendre à l'être. Comment on apprend à être souple en politique? Je ne sais pas. Je vais regarder autour de moi comment les autres arrivent à être souples, mais je ne suis pas assez souple, je le pense. Généralement, on sent qu'on peut y arriver rapidement au centre. Drôle de parcours, donc. Nous avons fait le tour de votre drôle de vie. Et à la fin, au Sénat, qu'est-ce que vous direz? À la fin, à la fin de votre mandat parlementaire du Sénat, qu'est-ce que vous direz? J'ai fait déjà en 1 an et demi des rencontres fabuleuses. Nous sommes au groupe UDI, un groupe de sénateurs avec un esprit d'équipe, un esprit de convivialité aussi, il en faut, et un vrai partage d'idées et de sensibilité. Et vraiment, je suis imprégnée de toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées, des sénateurs qui ont une grande expérience du Sénat, qui nous apprennent beaucoup et vraiment une belle solidarité. C'est vraiment le mot que je retiendrai ici au Sénat. Convivialité, solidarité, tout ce qui caractérise l'équipe de Sénat 360. Merci beaucoup, Madame Annick Billon. Merci à vous. Merci beaucoup Alex, merci. Merci. Il est 17h, passé d'1 minute sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Révélation sans précédent sur les paradis fiscaux. Le journal Le Monde et une centaine de rédactions ont eu accès à une base de données inédite sur la finance offshore. Les Panama Papers recensent des milliers d'anonymes, chefs d'État, milliardaires, grands noms du sport qui dissimulent leurs actifs. François Hollande promet des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. À la
veille du vote solennel du Sénat sur le projet de loi de réforme de la procédure pénale. Débat à suivre sur les mesures votées en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Ces mesures sont-elles efficaces? Où en est-on en France quand Michel Sapin promettait il y a 6 mois d'asphyxier le terrorisme? On en parle avec nos invités dans un instant. 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, condamné en appel pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes après le passage de la tempête Xynthia. Une peine réduite en première instance. Les juges s'étaient prononcés pour 4 ans de prison ferme. Et vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences, Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est certainement le plus gros scandale d'évasion fiscale jamais mis à jour par un consortium de journalistes rassemblant des rédactions de 76 pays, appelé Panama Papers. Il décortique le système de la finance offshore et surtout révèle les noms des bénéficiaires. Parmi eux, des chefs d'État, Vladimir Poutine, ou encore des stars du football, Michel Platini et Lionel Messi, mais aussi 1000 Français qui seraient concernés, dont un parti politique, Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping, jusqu'ici ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé lors de cette interview à la télévision suédoise. Þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búinn að kynna mér. Þú pratar mig í viðtal og... Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. De quoi mobiliser pendant 1 an 370 journalistes du monde entier pour éplucher et comprendre ces montages financiers. Des montages bien connus, mais jamais mis à jour à une telle échelle. La fraude fiscale, ça sera comme le crime, c'est comme la délinquance, ça s'arrête jamais, il faut toujours la combattre, et il faut toujours la combattre avec des moyens supplémentaires et nouveaux. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça donne des armes. Ça donne des armes politiques pour dire ça suffit, pour dire la transparence. L'affaire promet encore de nombreuses révélations. Le Monde s'apprête à dévoiler le nom d'un parti politique français impliqué dans Panama Papers. Et on continue les réactions à ce scandale avec la sénatrice socialiste Nicole Bricq au micro de Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Nicole Bricq, en 2011, vous étiez ici rapporteur général du budget. Vous étiez opposé justement à l'époque à la signature d'une convention fiscale avec le Panama, convention qui a finalement été signée à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas avoir été entendu ? À l'époque, il y avait un contexte particulier. Nous étions encore au plus fort de la crise financière et économique et il y a eu un engagement au niveau du G20 de lutter, 2 ans auparavant, en 2009, de lutter ardemment contre les paradis fiscaux, contre ces trous noirs de la finance internationale. Et nous avions soutenu le ministre, M. Woerth, dans son travail de se doter des moyens, des capacités juridiques, des sanctions importantes contre ceux qui fraudaient le fisc. Donc la Commission des finances du Sénat a fait son travail. La différence avec l'Assemblée nationale, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la Commission des affaires étrangères qui a un point de vue plus diplomatique, on va dire. Alors que nous, notre premier enjeu, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Donc nous avions refusé, bien que pressés par le gouvernement Fillon-Sarkozy, nous avions refusé de ratifier cette convention fiscale qui avait pour effet immédiat de faire sortir le Panama de la liste noire française. Et c'est ce qui est arrivé. Par ailleurs, les sénateurs, les parlementaires ont fait un grand travail ici. Oui. Il y a eu 2 rapports, 2 commissions d'enquête avec de nombreuses préconisations, de nombreuses recommandations. Idem, vous avez le sentiment que ça n'a pas été suivi des faits, que le gouvernement n'a pas entendu ce travail des parlementaires ? Il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Nous avons fait le ménage au niveau européen. C'est très important, avec des pays contre le Luxembourg qui refusaient
de satisfaire aux engagements, de donner des échanges automatiques d'informations. Il est rentré dans le rang, le Luxembourg, donc il y a eu des progrès intra-européens. Mais il y a tous les ans une liste noire française. Mais le Panama n'en fait plus partie. Le Panama n'en a plus fait partie et il n'y est pas revenu. C'est ça que je trouve pas normal, parce que tout le monde, compte tenu du nombre de sociétés offshore au Panama, si l'objectif est d'obtenir des échanges d'informations avec ce pays, il faut que ce pays soit capable juridiquement de donner ces renseignements. Et il ne s'est jamais doté des critères qu'a élaboré le Forum mondial chargé de respecter les progrès de ce type de pays non coopératifs. Donc je pense qu'il faut les remettre sur la liste noire avec une affaire comme ça. François Hollande a réagi tout à l'heure à cet énorme scandale en déclarant que la France était à l'avant-garde de cette lutte contre l'évasion fiscale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Elle a, dans la lignée de ce qui avait été fait avant 2012, dans les dernières années du quinquennat de Sarkozy. Oui, après l'affaire Cahuzac, il y a eu la création d'un parquet financier. Elle a renforcé les moyens juridiques et les moyens d'investigation parce que le trajet de cet argent est très compliqué à suivre. Il passe par des multiples places offshore pour atterrir dans celle du Panama. Donc c'est un travail d'investigation long qui demande du temps, qui nécessite un parquet de fonctionnaires très pointus et on a renforcé beaucoup les sanctions. Qui est responsable aujourd'hui que l'évasion fiscale soit toujours si énorme? Si vous voulez, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à l'empêcher? Nous sommes au niveau mondial. Nous sommes au niveau mondial. Tant qu'il y a des trous dans la raquette mondiale, l'inventivité de ceux dont c'est la profession de faire des montages compliqués pour que le fisc n'y voit rien, et surtout d'aller dans des pays qui n'ont pas la capacité juridique de demander des comptes aux sociétés et les offshore. États, l'Europe n'a pas les moyens, les États-Unis, d'arrêter tout ça. Alors, il va y avoir une réglementation européenne, là, très bientôt, qui va permettre, mais uniquement au sein de l'Europe, pas extra-européen. Donc, moi, ce qui m'étonne dans cette affaire aussi, c'est que tout le monde sait que de nombreuses sociétés offshore américaines, des États-Unis, sont implantées au Canada. Donc, et j'ai toujours vu... On a même vu que des entreprises publiques françaises faisaient de l'optimisation fiscale. Bon, ça, attention, il y a optimisation, il y a fraude, la frontière est poreuse, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ouais. Le problème, là, c'est que le Panama devrait être classé comme un territoire non comparatif, c'est-à-dire un paradis fiscal. Et à partir de là, on dit aux sociétés en question, vous ne faites pas de société dans ce pays. Nicole Bricq, un dernier mot très rapidement. François Hollande a salué le rôle, l'utilité des lanceurs d'alerte. De la même manière, faut-il créer un statut pour protéger ces lanceurs d'alerte? Alors, il va y avoir dans un projet de loi, on l'appelle Sapin 2, qui va venir en discussion. Il est évident qu'après la révélation d'une affaire comme ça, il faut prendre des mesures. Vous allez déposer un amendement là-dessus? Moi, je pense que là, c'est vraiment du ressort de la Commission des finances. Je l'invite à faire le travail qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire être très vigilante dans ses accords de coopération fiscale avec des pays qui n'ont pas les moyens, qui ne veulent surtout pas faire de progrès, comme lui demande l'OCDE. Très bien. Merci beaucoup, Nicole Bricq, d'avoir réagi en direct à nos questions. Merci beaucoup, Saveria. Peut-on tarir les sources de financement du terrorisme? Les sénateurs ont largement amendé la réforme de la procédure pénale qui prévoit de renforcer les sanctions en matière de lutte contre le financement des crimes terroristes. Le détail de ces mesures adoptées par le Sénat à la veille du vote solennel avec Sandra Sercara. Un projet de réforme pénale durci par le Sénat pour lutter contre le financement du terrorisme. Les sénateurs renforcent les pouvoirs de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Le service de renseignement pourra interdire aux banques de fermer les comptes de certains suspects. L'objectif, éviter d'alerter les suspects et de compromettre les coups de filet. La contrefaçon en bande organisée, qui sert souvent à alimenter les caisses du terrorisme, est aussi sanctionnée plus lourdement par le Sénat. 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Autre mesure forte, les auteurs de fraude fiscale à des fins de financement d'activités criminelles pourraient être poursuivis directement par le parquet financier et non par Bercy comme aujourd'hui, mais le gouvernement s'y oppose.
Le dernier mot reviendra aux sénateurs et aux députés qui devront désormais s'entendre en commission mixte paritaire sur un texte commun. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Christian Cambon, bonjour, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. J'accueille également Roland Jacquard, bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire international du terrorisme. Merci d'être avec nous. Frédéric Ploquin est également avec nous sur ce plateau. Vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Marianne et vous publiez ces jours-ci le livre True Crime. C'est un ouvrage qui réunit les spécialistes des faits divers. Première question pour vous, Christian Cambon. On vient de voir un petit peu dans le détail ces mesures qui vont être soumises à l'approbation du Sénat demain lors d'un vote solennel. Est-ce que vous pensez qu'elles répondent clairement aux enjeux en matière de financement, de lutte contre le financement du terrorisme ? J'allais dire que c'est le moins qu'on puisse faire. Le moins qu'on puisse faire, on pouvait corriger des aspérités qui doivent permettre de rendre la traque contre les financements terroristes la plus efficace sur notre territoire. Ceci posé, il faut bien comprendre, et nos amis experts le confirmeront, l'étendue du problème. Si on prend l'exemple de Daesh, 2 milliards de dollars environ de financement, la moitié provenait du trafic pétrolier qu'on essaie de supprimer avec grande difficulté. Puis on voit se multiplier maintenant les trafics de toutes sortes, trafic d'organes, trafic de monuments historiques à partir des villes qui ont été conquises. La question des biens culturels est très présente dans le texte de demain, c'est l'article 12. Là, il y aura une nouvelle infraction pour réprimer justement ce trafic d'œuvres d'art qui finance Daesh. Ce que je veux simplement dire, c'est que le dispositif qui vient d'être voté va dans le bon sens. Simplement, comme du reste le reportage que vous venez de présenter concernant la fraude fiscale, je pense qu'il faut avoir des dispositifs à tout le moins au niveau européen, parce que, on en discutera sûrement au niveau des mesures qui peuvent être prises, il ne s'agit pas non plus que la France s'isole et s'individualise. Je pense aux touristes étrangers, si eux-mêmes ne sont pas soumis aux mêmes règles concernant par exemple le montant des liquidités qu'ils peuvent posséder, vous allez très vite tomber sur des difficultés. Donc il faut qu'il y ait une réflexion européenne. On demande plus d'Europe en ce moment, c'est franchement le moment de se mobiliser. Ouais, c'est vrai que cette question de l'harmonisation, Roland Jacquard, est essentielle, notamment aussi en matière d'échange des informations. Est-ce que vous pensez là que dans le projet de loi Urvoas, il y a enfin une réponse concrète pour tarir, je le disais, les sources du financement du terrorisme ? Oui, il y a des vraies réponses concrètes. Il y avait eu beaucoup de rapports qui avaient été faits par les commissions spécialisées du Sénat aussi ou de l'Assemblée nationale qui avaient avancé des solutions. Il y a eu des propositions qui ont été faites depuis de nombreuses années, depuis le fameux rapport Anne Le Laurier il y a une quinzaine d'années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire un vrai système qu'il faut absolument mettre en place, mais qui n'est pas forcément adapté à la lutte antiterroriste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez, comme l'a dit monsieur le sénateur, Daesh, qui agit comme un pseudo-État avec ses propres finances, etc. Mais vous avez les petits groupes de terroristes qui, eux, le financement, les lois sur le blanchiment, l'argent du terrorisme, ça ne va pas les concerner parce qu'ils ne vont pas aller ouvrir des comptes en banque, ils vont faire des petits braquages, ils vont faire du trafic de drogue, ils vont faire du trafic d'armes et ils vont organiser des attentats qui, généralement, malheureusement, coûtent pas cher. Ouais. Alors peut-être justement sur ce point, Frédéric. Ça, c'est une question d'approche globale. C'est-à-dire que si on considère Daesh sous l'angle vaste entreprise criminelle, auquel cas, ce qui à mon avis d'ailleurs va se passer, je pense que c'est la police et la justice de plus en plus vont considérer ce pseudo-État comme d'abord une entreprise criminelle. À partir de là, je pense que le mouvement qui s'est opéré ces dernières années où on a vu les offices de lutte contre le blanchiment de plus en plus en première ligne dans la lutte contre le crime organisé. On a vu que finalement la seule chose qui déstabilisait les mafias, les crimes organisés aujourd'hui, c'était précisément quand on s'attaquait aux biens des malfaiteurs, quand on leur confisquait leurs voitures, leurs bâtiments, leurs bateaux, etc. Et je pense que cette approche dans le terrorisme, contre le terrorisme, sera demain la seule efficace. Mais il y a plusieurs niveaux, comme disait mon confrère, il y a plusieurs niveaux de circulation de l'argent dans ces organisations terroristes. Au niveau de Daesh, vous avez tout l'argent, enfin, ou d'État islamique, tout l'argent sur lequel Daesh a fait main basse en envahissant le pays, c'est-à-dire la banque de Mossoul, etc. Donc des liquidités formidables. Donc cet argent-là, c'est de l'argent donc volé à l'État syrien, donc c'est pour ça que je considère que c'est de l'argent criminel. Cet argent-là sert de nerf de la guerre. Et à côté de ça, comme l'évoquait mon camarade, il y a un deuxième niveau
qui est, comme toujours dans le crime, le petit niveau fourmi, niveau petit réseau. Et moi, je voudrais juste rappeler un petit fait comme ça qui nous montre qu'il y a vraiment différentes approches et différentes modes de circulation de l'argent. Quand vous voyez, rappelez-vous que le cerveau présumé des opérations du 13 novembre à Paris, à Baoud, un peu à la ramasse au dernier moment, parce que peut-être qu'il a cru qu'il allait mourir, puis finalement il n'est pas mort, et finalement il continue. Tout le monde est mort autour de lui, sauf un de ses camarades ou deux, puis un autre qui est parti en Belgique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une lointaine cousine et lui demande quand même 700 € pour le dépanner et pour se loger. Ce qui signifie qu'il y a vraiment, il y a un moment donné, il y a du gros argent là-bas dans cette organisation, mais il y a aussi, et ce petit argent-là, il provient effectivement des petites activités criminelles. Kouachi, trafiquant de voitures, Koulibaly, trafiquant également, petit trafiquant, tous, voilà, trafic de stupes, trafic de fourmis. Donc il y a un mélange des deux. Ouais. Alors si on fait ce distinguo, si on s'arrête justement sur le financement de Daesh, on l'a dit, hein, le pétrole, le pillage, l'esclavage, les rançons, là, est-ce que les réponses du gouvernement sont les bonnes, Christian Cambon? Elles commencent à l'être. Je rappelle qu'on a mis longtemps à identifier le trafic du pétrole par camion. Moi, je me souviens de commission des affaires étrangères où nous interrogions le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius. Il disait oui, mais ça pose des problèmes de droits de l'homme, on ne peut pas tirer sur n'importe qui, il faut d'abord demander aux camionneurs de descendre du camion avant qu'on tire sur la citerne. Bon, donc, comme nous sommes des pays démocratiques et organisés, on ne fait pas n'importe quoi non plus contre ces gens qui, eux, font n'importe quoi. Ceci posé, on avait la preuve à l'époque que ce pétrole représentait une source très importante de financement. Elle était même, ce qui est le paradoxe, revendue en Syrie, c'est-à-dire qu'ils se revendaient entre ennemis les produits du pétrole. Donc je pense qu'on commence à prendre la mesure, mais comme le dit très justement Roland Jacqual, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de cette espèce d'État islamique qui s'organise comme un pseudo-État, et il y a ces petites bandes. Je rappelle que les 2 attentats de Paris, ils sont organisés par qui? Par finalement quoi, 10, 15 personnes peut-être? Aller traquer 10-15 personnes qui portent quelques milliers d'euros ou qui arrivent d'un pays européen à un autre à faire passer l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, Roland Jacqual, si on rentre dans le détail, c'est vrai qu'il y a des mesures, on a beaucoup parlé de cette fameuse carte prépayée. Alors là, le Sénat et les parlementaires veulent finalement limiter leur montant et accentuer la traçabilité. Ça va dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'au début, on s'intéressait pas beaucoup à ces petites cartes prépayées. On ne considérait effectivement que ce premier niveau de grand terrorisme, de financement de l'État islamique. Non, ça c'est un exemple précis de ce qui va dans le bon sens, un exemple pratique, parce que les cartes prépayées, effectivement, c'est une porte ouverte non seulement au terrorisme, au financement du terrorisme, mais c'est également pour échapper, et aussi les cartes avant qui étaient prépayées de téléphone, qui ont servi quand même à créer des réseaux clandestins, échapper aux écoutes téléphoniques. Donc ça, c'est un exemple excessivement précis. Il faut les frapper par des petits exemples de ce genre, parce qu'il n'y aura pas de lutte contre le financement du terrorisme avec toutes les organisations mondiales, avec tout ce qu'on peut faire. On ne va jamais trouver des gros comptes en banque. Ça n'existe pas. Ça existait du temps de Ben Laden, parce qu'il fallait entretenir des camps d'entraînement en Afghanistan, au Pakistan, avec 5000 combattants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais pour en revenir à ce que disait Frédéric Ploquin tout à l'heure, à partir du moment où on considère que Daesh est une véritable organisation mafieuse et criminelle, on va tomber sur un certain nombre d'éléments très importants. C'est pour ça qu'il faut judiciariser la lutte contre le terrorisme et faire ce qui est fait en ce moment au point de vue de la lutte contre le financement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, Daesh, ils ont même créé des offshore. Pour rester dans l'actualité d'aujourd'hui, ils ont créé des offshore. Aujourd'hui, les Américains ont découvert que des financiers de Daesh créent des offshore, probablement pour mettre de l'argent de côté, pour monter de futurs attentats plus importants dans les années qui viennent. Donc, ce sont tout ça des mesures qui sont nécessaires. Une actualité effectivement rattrape notre débat autour du financement du terrorisme, celle des Panama Papers. Il y a un lien aussi entre tout ce qui est évasion fiscale, blanchiment et financement du terrorisme, Frédéric Ploquin. Après, il faut, si on veut, entre nous, c'est quand même essayer de mettre les pieds dans le plat. C'est vrai que derrière tout ce qu'on dit, il y a la géopolitique, il y a est-ce qu'il faut aller ennuyer la Turquie, amis, alliés, alors que c'est pas la Turquie que passent tous les camions de pétrole, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut aller ennuyer les Allemands, les Américains, les Turcs qui vendent des produits chimiques tous les jours et extrêmement facilement. Ils sont même notés comme de très bons fournisseurs à Daesh, lesquels produits chimiques rentrent dans la composition des gilets explosifs. Est-ce qu'il faut... Derrière, si on met les pieds dans le plat... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de porosité, d'énorme porosité des réseaux de la finance internationale, et que, évidemment,
le crime et le terrorisme usent et abusent de toutes ces sociétés offshore et qui sont mises à disposition en gros des fraudeurs fiscaux. Et ça fait très longtemps qu'on le sait, mais simplement on lutte pas contre parce que ça nous ennuie, parce que c'est les mêmes tuyaux. Ce sont les mêmes tuyaux qu'utilisent les terroristes, les fraudeurs fiscaux, et le crime organisé et les mafias. Donc à partir de là, si les États ont envie d'être clairs entre eux, il faut qu'ils se le disent. Ouais. Roland Jacquard et ensuite Christian Cambon, pardon. Et pour rester dans la géopolitique, mais c'est très important, il y a un système de financement du terrorisme qui est extrêmement important, qui est peut-être aujourd'hui le plus important, mais on va probablement avoir du mal à y toucher. Ça s'appelle dans les pays arabes ou dans les pays du Golfe le système de la hawala. La hawala, ça veut dire c'est un échange. Vous avez quelqu'un qui va dans un bureau de change dans un pays du Golfe, il met une petite somme, 1000, hop, et il n'a pas besoin de laisser de l'argent, il n'y a aucun transfert qui se fait, et vous avez un bureau de compensation correspondant à Karachi, vous avez quelqu'un qui vient et il prend l'argent. Mais quand vous faites ça des centaines de fois, ça finit par faire des sommes importantes. Et le terrorisme, en tout cas, d'origine radicale islamiste, est financé en grande partie par cet hawala, mais cet hawala fait partie du système bancaire islamique qui échappe complètement aux contrôles internationaux, européens ou américains. Ouais, Christian Cambon, est-ce qu'il y a des pays qui sont clairement infréquentables et qu'on ne devrait plus considérer comme amis, justement, si on veut être clair dans sa lutte contre le financement du terrorisme? On rentre dans la haute diplomatie, parce que on s'aperçoit qu'un pays avec lequel on a des relations tout à fait normales, le Panama, est montré du doigt ô combien à travers un trafic fiscal qui engage des sommes considérables. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le genre magasin farce et attrape, parce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises dans l'émotion et tout le monde comprend bien qu'il convient de durcir le dispositif, mais je regarde dans le plan du gouvernement, il y a une mesure qui consiste à dire qu'à partir du moment où vous êtes confronté à 10 000 € de retrait ou de dépôt, il y aurait l'obligation de signaler à Tracfin. Ouais. Bon. Il faut juste la provenance de ces sommes. Voilà, imaginez un magasin de bijouterie dans un quartier huppé de Paris qui voit passer beaucoup de touristes chinois qui, eux, ne sont absolument pas contraints par ces mesures, ou un magasin de grande maroquinerie de grand luxe. Bon. 10 achats dans une journée, c'est de l'ordre de 1 000 €. Alors, est-ce qu'on va signaler ces grandes marques à Tracfin? Je veux dire, on pose la question. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, et c'est aussi le rôle du Sénat qui a traditionnellement protégé les libertés de chacun, c'est ne pas générer une contrainte totale pour tout le monde, alors que l'on vise un groupe bien précis. En revanche, il faut que ces groupes soient traqués et que, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui en prennent bien à leur aise, il faut prendre des mesures. Je note que par le passé, en matière de fraude fiscale, les fameuses listes noires ont eu quand même des effets. Je ne veux pas parler d'un pays proche et célèbre par son chocolat, mais ils ont été obligés de prendre au niveau bancaire des mesures que l'on n'imaginait pas il y a seulement 5 ou 10 ans. Parce que véritablement, la pression internationale s'est faite autour d'eux et qu'à partir d'un certain moment, quand vous avez les États-Unis qui vous courent après, c'est un petit peu difficile de continuer. Ouais. On peut faire le parallèle avec justement la lutte contre le financement du terrorisme. Est-ce que vous pensez que certains États, jusque-là réticents, soit à ouvrir, à avoir plus de transparence dans justement l'accès aux données bancaires, pourraient peut-être franchir le pas dans ce contexte d'attentat? C'est une évolution vers plus de transparence et de démocratie à ce niveau-là qui est lancée depuis quelques années. Mais il y aura quand même des obstacles, parce que même si on va jusqu'au bout et que tout le monde coopère, parce que je pense qu'on en reparle dans quelques années, mais le jour où on y sera, c'est parce qu'on renforce Tracfin. Moi, je trouve ça c'est une très bonne idée, c'est un bon outil, etc. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ces terroristes, il y a le système dont parlait Roland Jacquard à l'instant, mais en fait, il n'y a plus de valises d'espèces, il n'y a plus d'espèces qui circulent, et même de banque à banque, il n'y a plus d'espèces qui circulent. Maintenant, il y a le système des... Enfin, c'est ce que moi je constate quand j'enquête sur le trafic de stupéfiants. Ils ne ramènent plus, vous voyez, l'argent qui est récolté, comme ça, les tonnes de billets de 5 et 10 € qui sont ramassés en banlieue parisienne, elles partent plus au Maroc. Elles retournent plus au Maroc. En fait, il y a un système de compensation, et en fait, plus rien ne bouge. On compense et donc, par ce système de compensation, on peut tout faire, et on peut faire surgir de l'argent là, quand on veut, comme on veut, et ça échappe à Tracfin, et ça échappera à ces contrôles-là. Donc là, c'est d'autres moyens, à mon avis, beaucoup plus sophistiqués de lutte contre ce type de crime qu'il faut mettre en place. Ouais, Roland Jacquard, je le rappelais, les propos de Michel Sapin en décembre 2015, lors du vote d'une résolution à l'ONU où tous les pays s'engageaient à tarir justement les sources de financement de l'EI. Michel Sapin avait déclaré on doit asphyxier le financement du terrorisme. On en est encore loin aujourd'hui. On en est encore loin parce que le financement du terrorisme se fait par exemple par le trafic de drogue dans les zones afghano-pakistanaises. On est loin
de contrôler ce marché. Il y a la drogue qui passe à travers la Turquie, à travers l'Europe. Il y a le trafic des armes de guerre qui génère aussi des revenus à partir des Balkans. Il y a aujourd'hui l'État islamique, il travaille avec certaines mafias pour le transport illégal de migrants, pour prendre de l'argent au passage. Il y a des taxes diverses. Et donc là, c'est un travail énorme. Et c'est vrai qu'il faut mettre en place des dispositifs. Alors, les dispositifs juridiques, bancaires sont très importants, mais je persiste à dire que c'est sur le terrain que doit avoir lieu cette guerre, sur le terrain avec la police judiciaire, avec les brigades financières, avec les gens qui vont aller au cœur même des organisations mafieuses, qui travaillent avec les groupes terroristes pour arriver à casser ce gangstéro-terrorisme qui aujourd'hui, on le voit dans la filière franco-belge, est l'essence même de la lutte antiterroriste. Il faut judiciariser et casser ces systèmes mafieux. Ouais. Christian Cambon, avec aussi un rôle clé qui doit être joué par les douanes. Aujourd'hui, on sait que certains parlementaires s'inquiétaient de leurs moyens financiers et humains. Est-ce que ça va être renforcé là dans le projet de loi Herboas ? Je pense qu'on a effectivement là un corps de fonctionnaires d'État de très haute qualité qui a plutôt été dont le rôle s'est amenuisé du fait de la suppression des frontières au sein des pays européens et des postes, car physiquement nous remettrions en place les postes frontières à toutes les entrées de notre pays. Le nombre de postes, le nombre de fonctionnaires, évidemment. Parce qu'il n'y avait plus de frontières, on a diminué le nombre de postes. Donc certainement, il faut les doter à nouveau des moyens nécessaires. On est en train de le voir ces jours-ci sur ce qui se passe à Vintimille, par exemple, où on voit un afflux massif, parce que dès que vous fermez un robinet, un autre s'ouvre. On a évoqué dans un autre thème au sujet des réfugiés, on a vu que le fait de couper la route des Balkans, maintenant les gens rentrent par la Finlande et par le nord de la Russie. Donc si vous voulez, c'est un petit peu la même chose pour tous ces trafics. Donc je crois qu'il faut être très attentif à faire en sorte de donner à ces moyens, à ces services, les moyens nécessaires. Je reviens aux banques. Le débat était très intéressant l'autre jour parce qu'on a montré du doigt les banques en disant vous avez une réelle responsabilité à financer ce genre de trafic. Alors, est-ce que vous êtes responsable ou pas? Et les banques disent écoutez, si on est responsable, dès qu'on a un doute, on ferme le compte. Et si on ferme le compte, celui qui est soupçonné, évidemment, va s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Et peut-être qu'on ne pourra plus l'appréhender. Et donc, le gouvernement a dit assez judicieusement, non, il ne faut pas que les banques ferment le compte dès qu'elles ont un indice, parce que pour les forces de police, c'est un indice supplémentaire qui permet justement d'identifier et peut-être d'arrêter ces terroristes. Donc, comme on le dit tous les trois ici, c'est un sujet d'une très rare complexité et qui en plus génère une capacité d'inventivité qui est tout à fait colossale. Ce qui fait que dès qu'on maîtrise une partie, un autre système surgit. Ouais, c'est effectivement le problème, asphyxier le terrorisme, le financement du terrorisme. Dès qu'on vote une batterie de mesures, il trouve d'autres formes. Le scandale du jour, le Panama, vous avez remarqué, vous avez vu qui avait démasqué ce scandale? Les services de l'État? Non, les journalistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on a beau avoir tous les moyens. Ce qui est plus inquiétant, c'est que parmi les fraudeurs, on a vu beaucoup de responsables d'État. Et ce sont les journalistes qui sont. Ce que je veux dire, c'est que ce sont. Voilà, ça me force à rappeler que ce sont des systèmes extrêmement opaques. Et il faut des moyens. Là, en gros, en l'occurrence, c'est le piratage qui a permis. Et d'ailleurs, ce qui a fait le plus mal à Daesh également récemment, c'est aussi le piratage. Donc, je pense que là, il faut que les États se donnent des moyens, se dotent des moyens. Évidemment dans le respect de la démocratie, etc. On est en guerre, se dote des moyens, disons, appropriés aux enjeux. Le rôle d'Internet aussi. Mais avec aussi des échanges d'informations, on l'évoquait au début de ce débat, entre pays. Là, on est encore loin aussi d'avoir une bonne information qui circule. Il va y avoir des échanges d'informations automatiques à partir de 2017 et 2018 entre les banques, les organismes fiscaux et autres. Mais pour revenir toujours sur le sujet d'actualité avec Panama, je vous rappellerai aussi que c'est cette même organisation de journalistes enquêteurs qui est à Washington avec différents journaux, ceux qui ont trouvé ce qu'on a appelé HSBC Links, c'est-à-dire les fichiers bancaires secrets, notamment en Suisse,
et qu'il y avait une grosse partie qui concernait le financement du terrorisme, puisqu'on s'est aperçu que tous les gens qui avaient financé en quelque sorte le World Trade Center avaient les comptes dans des filiales d'HSBC à l'époque. Eh bien, merci Roland Jacquard, merci Christian Cambon, merci Frédéric Ploquin d'avoir accepté ce débat. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Révélation sans précédent sur les paradis fiscaux. Le journal Le Monde et une centaine de rédactions ont eu accès à une base de données inédite sur la finance offshore. Les Panama Papers recensent des milliers d'anonymes, chefs d'État, milliardaires, grands noms du sport qui dissimulent leurs actifs. François Hollande promet des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, condamné en appel pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes. Après le passage de la tempête Xynthia, une peine réduite en première instance, les juges s'étaient prononcés pour 4 ans de prison ferme. Faut-il avoir peur des écrans noirs? C'est ce soir que se fait le basculement à la TNT HD. La télévision numérique terrestre sera alors disponible en haute définition partout en France. Depuis plusieurs jours, des messages télévisés s'invitent sur toutes les chaînes pour rassurer les téléspectateurs inquiets. On en parle avec notre invité Nicolas Curien, membre du CSA. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences, Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. C'est certainement le plus gros scandale d'évasion fiscale jamais mis à jour par un consortium de journalistes rassemblant à des rédactions de 76 pays, appelé Panama Papers. Il décortique le système de la finance offshore et surtout révèle les noms des bénéficiaires, parmi eux des chefs d'État comme Vladimir Poutine ou encore des stars du football, Michel Platini et Lionel Messi. 1000 Français seraient aussi concernés, dont un parti politique, Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping. Jusqu'ici, ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé lors de cette interview à la télévision suédoise. Þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búinn að kynna mér. Pratar mig í viðtal og... Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. De quoi mobiliser pendant 1 an 370 journalistes du monde entier pour éplucher et comprendre ces montages financiers. Des montages bien connus, mais jamais mis à jour à une telle échelle. La fraude fiscale, ça sera comme le crime, c'est comme la délinquance, ça s'arrête jamais, il faut toujours la combattre, et il faut toujours la combattre avec des moyens supplémentaires et nouveaux. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça donne des armes. Ça donne des armes politiques pour dire ça suffit, pour dire la transparence. L'affaire promet encore de nombreuses révélations. Le Monde s'apprête à dévoiler le nom d'un parti politique français impliqué dans Panama Papers. Et face à l'ampleur de ces révélations, François Hollande promet des enquêtes du fisc et aussi des poursuites judiciaires. On l'écoute. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. L'évasion fiscale déjà au cœur de 2 commissions d'enquête sénatoriales en 2012 et en 2013. Des sénateurs avaient cherché à chiffrer son montant et à démanteler son fonctionnement. Plusieurs préconisations avaient été formulées, pas toujours suivies d'effet. Stéphane Amalian.
Placer de l'argent hors de France n'est pas en soi illégal. Mais dissimuler ses avoirs au fisc constitue une fraude et un manque à gagner pour l'État. Il serait proche des 80 milliards d'euros par an. Des propositions avaient été formulées par le Sénat en 2012 et 2013 pour prévenir les abus, notamment l'instauration d'un délit d'incitation à la fraude fiscale, la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics attaché au Premier ministre et un plus grand recours aux poursuites judiciaires. Des propositions qui ne sont pas reprises par la loi du 5 novembre 2013 qui donne un nouveau cadre à la lutte contre la fraude fiscale, avec notamment la création d'un procureur financier national, des amendes plus sévères et un recouvrement rapide des sommes dues à l'État. En 2015, la lutte contre la fraude a permis à l'État de recouvrer plus de 12 milliards d'euros et 2,65 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Peine réduite pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Il a été condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis au lieu de 4 ans ferme en première instance pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes après le passage de la tempête Xynthia. Une clémence qui a provoqué la frustration des parties civiles. On écoute l'ancien élu René Maratti. Bien évidemment, il y a deux choses. Il y a d'une part cette catastrophe Xynthia qui manifestement restera à jamais marquée dans ma mémoire. Depuis 6 ans, vous vivez un enfer relativement fort, dans votre tête comme dans votre cœur, comme dans votre âme. Mais j'ai été porté par quand Churchill dit « si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer ». Donc j'ai essayé d'avancer avec la philosophie humaine et naturelle d'une personne qui a voulu servir avant tout l'intérêt général de sa population. Dans le reste de l'actualité, 202 migrants ont été renvoyés par la Grèce en Turquie. Il s'agit du premier test de l'accord mis en œuvre et conclu le 18 mars entre l'Union européenne et Ankara. C'est le jour J pour le passage à la HD. Ce soir à minuit, tous les écrans vont basculer vers la haute définition. Tous les téléviseurs ne sont pas prêts. Quelques ajustements sont parfois nécessaires, comme nous l'explique Géraldine Bavoileau. Dernier jour pour éviter l'écran noir. Cette nuit, les 25 chaînes de la TNT vont passer à la HD pour haute définition. Tous les téléspectateurs sont concernés. Si vous recevez la télé via le satellite ou une box, rien ne change. Seuls les utilisateurs des antennes râteaux vont devoir s'adapter. Ces foyers devront vérifier s'ils sont équipés d'un téléviseur qui reçoit la HD. Pour cela, un test simple. Pour vérifier que votre téléviseur est bien compatible HD, il faut se rendre soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57. Le logo en haut à gauche, vous vérifiez bien que le logo HD il soit bien incrusté. Si c'est le cas, à ce moment-là, votre téléviseur est compatible au passage à la HD. Si toutefois vous n'avez pas le logo, à ce moment-là, vous devez acheter un récepteur TNT vous permettant de pouvoir passer à la HD. Pour installer ces nouveaux décodeurs, une aide gratuite a été mise en place, notamment pour les personnes âgées. 10% des Français pourraient cependant avoir la mauvaise surprise d'un écran noir. Et pour en parler, Nicolas Curien, membre du CSA et l'invité de Sénat 360. Il répond aujourd'hui aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Nicolas Curien. Eh ben, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, on l'a vu, cette nuit, la TNT passe à la HD. Est-ce que tout est prêt? Eh bien, je l'espère. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Alors, du côté des ingénieurs et des techniciens, tout est prêt, tout a été bien rodé, tout a été bien testé. C'est la plus grosse opération qu'on ait réalisée sur la plateforme numérique terrestre depuis sa création en 2005. Vous savez qu'il y a 5 ans, il y a eu une grosse opération qui était le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, mais elle s'était étalée sur 2 ans par plaques régionales successives. Cette fois-ci, en une seule nuit, on fait passer toute la France métropolitaine de la simple définition à la haute définition, c'est-à-dire on généralise la norme de compression dite MPEG-4 sur toute la plateforme, ce qui suppose des opérations sur les têtes de réseau et certaines opérations dans certaines régions sur des émetteurs. Donc c'est une grosse opération technique. Il était très important de la roder, de la tester. C'est ce que nous avons fait avec les équipes du CSA et de la NFR. Donc du côté de la plateforme technique, tout va bien. Du côté des téléspectateurs, tout va bien aussi, puisque, comme vous l'avez vu, la campagne de communication s'est beaucoup intensifiée. Ça a été repris dans le petit sujet tout à l'heure. Elle a été suffisante, selon vous, cette campagne d'information ?
Oui, c'est vrai qu'elle a démarré doucement, mais après tout, quand on était à 4 mois de l'échéance, elle a démarré en novembre. Bon, il était inutile de surexposer les téléspectateurs à une campagne de com. Elle s'est vraiment bien intensifiée en février et mars, et ça a eu un impact considérable, puisque les chiffres que nous avons des retours de caisse, de vente d'adaptateurs TNT HD et de télévision sont extrêmement encourageants. Et on estime aujourd'hui que le nombre des retardataires est faible, et en tout cas inférieur à ce qu'il était à même date de l'échéance, c'est-à-dire la veille ou aujourd'hui le jour même, qu'il y a 5 ans au moment du passage à la télévision numérique. Donc on est optimiste sur les deux plans, du point de vue des opérations sur la plateforme technique et du point de vue de la préparation des téléspectateurs. Alors, on va revenir concrètement à ce qui va se passer cette nuit, pour que les gens comprennent bien. Pendant une partie de la nuit, les programmes télé seront coupés, c'est ça ? Alors pour ceux qui reçoivent par l'antenne râteau, pour ceux qui reçoivent par le câble ou par la box ou par le satellite, ils n'auront aucune coupure de service cette nuit et ils n'auront rien à faire demain matin, ils n'auront pas de risque à faire. Alors 56% des Français reçoivent par l'antenne râteau, qu'est-ce qui va se passer pour eux cette nuit? Alors pour eux cette nuit, il y aura une interruption de service entre 1h et 2h du matin, puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre le système MPEG-2, on va rebrancher le système MPEG-4, et c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque, comme vous le savez, le codage MPEG-4 est plus performant que le codage MPEG-2, c'est-à-dire qu'on peut transmettre autant de débit avec moins de fréquences, et ce moins de fréquences va être cédé aux opérateurs mobiles. Et donc, moins de fréquences, ça veut dire moins de multiplex. Qu'est-ce que c'est qu'un multiplex? C'est un canal sur lequel sont simultanément transmises plusieurs chaînes. Donc, dans la nouvelle organisation, on va passer de 8 à 6 multiplex. Cette nuit, on va arrêter 2 multiplex et on va en garder que 6. Donc, il y a le changement de norme, il y a l'arrêt de multiplex. Évidemment, il y a le réarrangement, la réorganisation des 30 chaînes de télé de la TNT sur les nouveaux multiplex. C'est-à-dire on déménage dans un appartement plus petit, donc il y a moins de pièces, donc il faut bien recaser tout le monde dans les pièces, revoir le flux de signalisation. L'essentiel de tout ça sera fait entre 1h et 2h du matin. Alors maintenant, il y a des cas particuliers, il y a 2 régions particulières qui sont l'Île-de-France et Rhône-Alpes, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a le cas particulier aussi, il y a un multiplex parmi les 6 qui est un peu plus compliqué que les autres, c'est celui qui porte les décrochages de France 3. Il y a France 3 nationale, voilà. Le numéro 1, au lieu d'avoir une seule tête de réseau où on injecte le signal, il a 126 têtes de réseau. C'est un dragon à 126 têtes, et donc lui est un peu plus compliqué à traiter que les autres. Et vraisemblablement, tout sera rallumé sur le multiplex 1, puisque c'est le numéro qu'il porte, à 5h du matin plutôt qu'à 2h du matin. D'accord, donc à partir de 5h du matin, les Français retrouveront leurs programmes habituels. Oui, alors ils dorment sur leurs 2 oreilles, ils prennent leur petit déjeuner et ils attendent 7 ou 8h du matin pour faire un riscan. Et alors après, après leur petit déjeuner, une fois qu'ils allument leur télé, que faut-il faire? Voilà. Alors aujourd'hui, d'abord, les retardataires, s'il y en a encore, ils s'équipent d'un adaptateur TNT HD après avoir fait le... Ça, c'est encore possible, il n'y a pas de rupture de stock? Il n'y a pas de rupture de stock, c'est encore possible, c'est même encore possible demain. Autant le faire aujourd'hui, on achète son adaptateur aujourd'hui, on le branche avec un câble HDMI. Si on a échoué au test 757 qui était présenté dans le petit sujet de tout à l'heure. S'il n'y a pas besoin de s'équiper, si on a un téléviseur de moins de 3 ans, on est prêt. Voilà. Et même si le logo HD apparaît sur la chaîne 57, il n'y a pas de problème. Voilà, sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. Bon. Donc, si on est prêt à quoi? On est prêt demain matin à faire un riscan. Ça ne va pas se passer absolument tout seul. Demain matin, si vous allumez votre téléviseur sans faire de riscan, vous allez conserver certaines chaînes, en fait celles qui n'ont pas changé de pièce, dans ma métaphore de tout à l'heure, celles qui n'ont pas changé de multiplex, mais vous allez perdre celles qui ont changé de multiplex. Donc il faut faire un riscan pour les retrouver au bon endroit, au bon numéro. Est-ce que vous êtes inquiet, on a parlé de ce risque d'écran noir, est-ce que des Français, demain, en allumant leur télé, verront un écran noir? Eh bien non, s'ils font le riscan, ils ne verront pas d'écran noir parce qu'ils se sont... Dans aucune région? Dans aucune région. Les derniers retardataires se seront équipés aujourd'hui, nous l'espérons, et s'il y a quelques... Même les régions qui dépendent d'un émetteur secondaire, vous n'avez pas d'inquiétude, tout le monde retrouvera sa télé demain matin? Oui, alors il y a 2 régions particulières, comme je vous l'ai dit, c'est l'Île-de-France et Rhône-Alpes. L'Île-de-France est particulière parce qu'on libère tout de suite
des fréquences au profit des opérateurs mobiles. Ça veut dire qu'il ne suffit pas en Ile-de-France de changer le codage MPEG-2 en MPEG-4, il faut aussi changer certaines fréquences, certains canaux, certains multiplexes doivent changer de fréquence pour libérer le haut de la bande UHF. Alors la bande UHF, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fréquences qui sont aujourd'hui utilisées par la télévision qui s'étendent entre 470 et 790 MHz. Et en fait, il faut libérer pour les télécoms mobiles en Ile-de-France le haut de cette bande, entre 690 et 790 MHz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel va être fait en éteignant le multiplex 8 sur la tour Eiffel. Bon, c'est un des deux multiplexes qu'on arrête. Ça va libérer pour l'essentiel la bande 700. Mais certains téléspectateurs, ça ne libère pas tout parce que certains téléspectateurs de l'Île-de-France ont leur antenne qui pointe vers des émetteurs périphériques. Amiens, Caen, Orléans, Sens. Donc il va falloir faire des interventions dans la nuit sur ces émetteurs de façon à ce qu'ils n'émettent plus dans la bande 700. Et ça va concerner donc les quelques téléspectateurs d'Île-de-France qui dépendent de ces émetteurs et aussi les riverains des régions périphériques de l'Île-de-France qui en dépendent aussi. Bon, donc tout ça, on estime que ça sera réglé au plus tard dans les 3 jours qui suivent le 5 avril. Donc il est possible que certains téléspectateurs en Île-de-France, pas les téléspectateurs parisiens, mais ceux de certaines communes périphériques de l'Île-de-France, devront faire 2 rescans. Un rescan, en fait, demain matin et puis un deuxième rescan à un moment où on les préviendra qu'ils devront le faire. Alors demain matin, quand les Français vont allumer leur télé, oui, la deuxième région. Le deuxième cas, c'est le particulier, c'est Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, ils auront un deuxième bénéfice, en plus du passage à la haute définition, qui est l'arrivée, enfin, des 6 nouvelles chaînes. Elles ne sont plus si nouvelles que ça, les 6 dernières chaînes, disons, de la TNT, qui sont des chaînes qui sont nées en haute définition quand elles ont été autorisées par le CSA fin 2012. Elles se sont déployées partout sur le territoire, sauf en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, ils venaient en dernier dans le séquencement de déploiement géographique de ces 6 chaînes. Ils auraient dû être déployés au printemps 2015. Et en fait, on a attendu le 5 avril. Très rapidement, Nicolas Curien, il nous reste très peu de temps. Demain matin, quand on allumera la télé avec une image HD, qu'est-ce que ça change concrètement pour les Français? Eh bien, ça change qu'ils vont avoir une image beaucoup plus agréable à l'œil, puisque à même distance du téléviseur, la granularité de l'image est moins visible. C'est-à-dire à 2 mètres du téléviseur, pratiquement, vous ne voyez plus, vous ne distinguez plus la granularité de l'image. Donc, avec un beau téléviseur qui est capable de restituer, qui a une dalle électronique derrière son écran, qui est capable de restituer une image haute définition, c'est un confort et une amélioration considérable. Alors c'est vrai qu'on ne travaille pas pour les geeks, ce n'est pas des images ultra haute définition, mais on généralise à l'ensemble des téléspectateurs le meilleur de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui, c'est-à-dire des images haute définition, 4 fois plus de pixels que les images simple définition. Merci beaucoup Nicolas Curien. Et je précise Delphine, c'est pour les téléspectateurs qui ont des questions sur ce passage à la TNT HD. Un numéro est à leur disposition, le 0970 818 818. Absolument. Parfait. Merci beaucoup Oriane. Merci à Nicolas Curien. Nous vous en parlions, le Sénat a beaucoup travaillé sur la question de l'évasion fiscale. En 2013, une commission d'enquête auditionnait Hervé Falciani, informaticien à la banque HSBC, un des premiers lanceurs d'alerte qui avait permis de révéler un scandale d'évasion fiscale en Suisse. À l'époque, il demandait déjà au Sénat de protéger le statut de ces lanceurs d'alerte. Extrait. En France, quelles ont été vos démarches concrètes pour faire connaître ces fichiers d'abord, puisqu'un récent rapport de l'Assemblée nationale fait état d'une certaine déconvenue de votre part, enfin vous en avez un peu parlé, après que la DNIF vous a orienté vers le ministère de l'économie et des finances. Quelles étaient les raisons de cette déconvenue, selon vous, et avez-vous été protégé dans l'intervalle? Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, il est indiqué que vous avez pu regretter que l'exploitation informatique n'ait pas été aussi approfondie qu'elle aurait pu l'être, ou dû l'être. Est-ce que c'est, selon vous, exact? Et quelles lacunes peut-on identifier sur ce sujet? On est resté toujours dans le sujet depuis le début de la séance. Maintenant, ce que j'ai pu, moi, constater, c'est que déjà au niveau réglementaire, on a un problème. Parce que si on a besoin aujourd'hui de lanceurs d'alerte, c'est qu'au niveau des témoins, on n'a pas une protection correspondante à ce qu'ils nécessitent, ces témoins. Et tant qu'on n'aura pas ça, il y aura un manque au niveau démocratique et au niveau de la justice. Maintenant, quand donc
j'ai eu à réprouver, le terme n'est pas vraiment adapté. Je dirais que j'aurais bien aimé pouvoir m'adresser directement à la justice, sans avoir besoin de passer par une commission rogatoire internationale. Cela dit, la France ne le permet pas, toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me retrouvais en Suisse avec ces mêmes éléments de preuve, pour une banque dont la dangerosité a été révélée, n'oublions pas que c'est la banque la plus condamnée de l'histoire. La HSBC a déjà été condamnée à hauteur de 1,9 milliard de dollars. Donc, malgré la dangerosité d'une banque, si aujourd'hui j'avais ces informations à transmettre à la justice française, je ne pourrais pas le faire. Ça me passait par, justement, le fait d'être dans le cadre d'une enquête déjà ouverte. Donc, je me suis retrouvé dans les mains de l'administration fiscale, probablement parce qu'en termes judiciaires, il n'y avait en aucun cas, il n'y a toujours pas l'arsenal qui permet de faire autrement. Arsenal qui existe ne serait-ce qu'à nos frontières. Il suffit d'aller en Espagne, on aura un arsenal qui permet donc de combler cette lacune que nous avons ici. Donc voilà, ça c'est déjà pour les regrets, la tristesse que je peux avoir à constater et à revenir sur cette partie de mon parcours. Ensuite, pour ce qui est des moyens pour exploiter les données mieux, complètement, de façon utile, et puis en plus proactive, avec une possibilité d'enclencher un mécanisme qui nous permettra de rester au niveau, pas simplement de bénéficier d'une connaissance à un moment T, mais aussi après de garder et d'enrichir cette connaissance. Donc tout ça, c'est ce dont j'ai déjà discuté, à savoir ce qui est à notre portée aujourd'hui. C'est un potentiel. Donc je regrette que le précédent gouvernement n'ait pas pris les mesures qu'il était à même de pouvoir prendre et qu'il aurait dû prendre. Et j'espère et je suis optimiste sur le fait qu'aujourd'hui, grâce aussi à vous, eh bien, on va tous ensemble arriver enfin à proposer quelque chose. Quelque chose qui fera que, quand on se retrouvera ou quand on aura l'occasion de faire le point sur où on en est, on pourra établir que des avancées auront été effectuées, qu'on aura franchi des pas décisifs. Oui, on a eu l'occasion d'auditionner M. Parini l'an dernier, directeur à l'époque de la DGFiP, et il nous avait dit qu'il n'avait pas pu exploiter les fichiers. Voilà. Que pensez-vous de cette appréciation et avez-vous été associé à ces travaux à Bercy, enfin à la DGFiP de manière générale? Alors, par exemple, lorsque, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai recontacté les personnes avec qui j'avais commencé à travailler il y a de ça 5 ans au niveau de la NEF, de l'administration fiscale, et j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, si on reprenait depuis le début cette aventure, est-ce que vous pensez que nous aurions travaillé ensemble dans un hôtel sur Nice, dans une chambre d'hôtel pour laquelle rien n'était prévu, dans laquelle rien n'était assuré, ni en termes de sécurité pour ma personne, pour nos personnes, ni en termes de sécurité sur les protocoles d'analyse et de traitement des informations? Imaginez-vous traiter la mémoire d'une banque dans une chambre d'hôtel. C'est ce qu'on a vécu. Les gens courageux, l'administration fiscale, ont participé à ça, bien à leurs dépens aussi, bien en encourant des risques. Et s'il n'y avait pas eu derrière d'autres mécanismes pour sécuriser cela, moi-même je ne m'y serais pas soumis. Mais ça, c'est de la responsabilité de qui? En tout cas, pas des agents qui y ont été soumis. C'est au-dessus que les moyens n'ont pas été réunis pour traiter le sujet à la mesure qu'il méritait. Oui, vous dites que nous n'avons pas en France les moyens que, semble-t-il, les Espagnols auraient. Mais face au problème que soulève toute cette affaire, il y a quand même deux techniques. L'administration fiscale, certes, elle est obligée de passer par la commission des infractions fiscales, mais peut déposer plainte pour fraude fiscale. Et puis, le parquet peut parfaitement ouvrir directement une enquête, voire après susciter une instruction pour blanchiment de fraude fiscale. Puis après, lancer le processus d'enquête classique avec des pouvoirs
des enquêteurs français qui ne sont certainement pas moindres que ceux espagnols. Je comprends mal votre réserve, là, ou votre critique du système, j'allais dire, juridique. Eh bien, pardon ? Oui, eh bien, simplement d'expérience par rapport à ce que j'ai pu vérifier moi-même. Hein. Lorsque je rentre en contact avec la police judiciaire en 2008, je suis à ce moment encore dans la banque HSBC, d'accord ? Eh bien, ce qui s'opère, c'est pas la mise à disposition de la justice de ces preuves, c'est le fait qu'on me mette, je dirais, en contact avec les agents de l'administration fiscale et qu'on me dise nous ne pouvons pas nous ne pourrons pas utiliser de façon judiciaire vos informations, ne pourrons pas attester leur origine et nous ne pourrons les utiliser qu'en termes de renseignement. Donc moi je vous fais état simplement de ce qui sera établi par les agents de l'administration qui ont eu en charge. Vous nous rapportez ce que vous avez vécu. Juridiquement, ça me paraît très contestable. Je crains que le choix soit ailleurs. C'est-à-dire qu'en termes de fraude fiscale, on considère que c'est l'administration qui est compétente et pas sauf si l'administration saisit la justice. Et il me semble que si vous permettez, non, si vous permettez, on est avant même cette problématique. On est dans le fait que si moi je me présente à vous avec une liste et je dis je suis témoin, je dirais je vais dénoncer un certain nombre de faits. Quand je suis témoin, je vais dénoncer un certain nombre de faits. Bon, bref, j'ai une liste, je l'écris, je n'ai pas d'autre responsabilité que ma parole. Par contre, si je vous fournis des preuves, des éléments de preuve, et que je ne peux pas attester l'origine de ces preuves, vous pourrez être poursuivi pour recel. Si ces éléments sont... Si vous utilisez un matériel qui est volé, imaginons, vous êtes poursuivi pour recel. Et c'est ça qu'il faut modifier, mais c'est aujourd'hui. Et moi je vous parle d'il y a ça 5 ans. Et aujourd'hui encore, avant que cette modification soit actée, nous serons dans la même situation, nous resterons dans la même situation. Bien, pour poursuivre le cheminement, encore une fois, je vais demander de rassembler vos souvenirs, et je pense que vous avez une excellente mémoire, et pouvez-vous nous indiquer si des banques françaises figuraient parmi les personnes morales concernées par les fameuses données, puisqu'un rapport de l'Assemblée nationale cite certaines d'entre elles. Est-ce que vous vous souvenez de leur identité? Même question pour des entreprises non financières. Y avait-il également des personnalités connues, éventuellement des responsables politiques de premier plan? Voilà la première question que je voulais vous poser. Donc, vous allez comprendre toujours que mon intérêt, c'est de se ramener au mécanisme, à rappeler que ma vraie expertise, elle est dans les mécanismes d'adaptation, en l'occurrence de la banque, et c'est là où je vais pouvoir vraiment contribuer à la hauteur de tout mon potentiel. Par contre, sur des données qui sont plus du domaine des clients de la banque, des intermédiaires de la banque, eh bien, ma contribution se limitera à quoi? Au fait de rappeler que la banque fonctionne de façon distribuée, avec une myriade d'intermédiaires. Ce qui nécessitera pour nous, d'ailleurs, de se réunir à plusieurs. De réunir non seulement nos efforts, l'effort de différents ministères localement, mais aussi de se réunir entre États. Lorsque donc vous me demandez si j'ai mémoire de banque, je dirais c'est évident que ce qu'on appellera l'intermediary banking, ça veut dire le fait qu'une banque détienne de ses avoirs dans d'autres banques, est le mécanisme qui permet d'établir un maillage entre une multitude, une myriade d'autres institutions financières. Et ça, c'est assuré que même sans regarder, même sans avoir jamais consulté aucune liste, il est exclu d'imaginer que donc cette banque, donc suisse, n'ait pas de compte, ne soit pas en relation avec des banques françaises. Donc, et c'est ça le plus important, c'est pas tant forcément que les banques françaises soient clientes de cette banque, mais plus que les banques françaises aient comme client cette banque, qui peut présenter aussi donc des risques pour nous.
des éléments qu'il nous faudra vigiler et surveiller de près. Donc moi, ce que je pense, c'est que la dangerosité que je vois et l'important qu'il y a dans la connaissance des relations qui existent entre des banques françaises et des banques suisses réside dans la présence de comptes dans chacune de ces entités. Il est 18h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez en direct. Tout de suite, les titres. Révélation sans précédent sur les paradis fiscaux. Le journal Le Monde et une centaine de rédactions ont eu accès à une base de données inédite sur la finance offshore. Les Panama Papers recensent des milliers d'anonymes chefs d'État, milliardaires, grands noms du sport qui dissimulent leurs actifs. François Hollande promet des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. Et au Sénat, deux commissions d'enquête ont déjà travaillé sur l'évasion fiscale. Les sénateurs avaient formulé plusieurs préconisations pour lutter contre la fuite des capitaux. Dénonçant une véritable culture de la faille, ils proposaient d'amplifier la force de frappe de l'administration. Ces rapports sénatoriaux sont-ils restés lettres mortes? Analyse et débat à suivre. 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, condamné en appel pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes après le passage de la tempête Xynthia. Une peine réduite en première instance. Les juges s'étaient prononcés pour 4 ans de prison ferme. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences, Saveria Rojek, le multiplex, c'est tout de suite. C'est certainement le plus gros scandale d'évasion fiscale jamais mis à jour par un consortium de journalistes rassemblant des rédactions de 76 pays, appelé Panama Papers. Il décortique le système de la finance offshore et surtout révèle les noms des bénéficiaires, parmi eux des chefs d'État comme Vladimir Poutine ou encore des stars du football Michel Platini et Lionel Messi. 1000 Français seraient concernés, dont un parti politique, Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping. Jusqu'ici, ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé lors de cette interview à la télévision suédoise. Þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búinn að kynna mér. Plata mig í viðtal og... Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. De quoi mobiliser pendant 1 an 370 journalistes du monde entier pour éplucher et comprendre ces montages financiers. Des montages bien connus, mais jamais mis à jour à une telle échelle. La fraude fiscale, ça sera comme le crime, c'est comme la délinquance, ça s'arrête jamais, il faut toujours la combattre, et il faut toujours la combattre avec des moyens supplémentaires et nouveaux. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça donne des armes. Ça donne des armes politiques pour dire ça suffit, pour dire la transparence. L'affaire promet encore de nombreuses révélations. Le Monde s'apprête à dévoiler le nom d'un parti politique français impliqué dans Panama Papers. Et ce soir, on apprend que la justice française va ouvrir une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ce matin, François Hollande promettait déjà des enquêtes du fisc et aussi des poursuites. On écoute le chef de l'État. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations,
parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. L'évasion fiscale déjà au cœur de 2 commissions d'enquête sénatoriales en 2012 et en 2013. Des sénateurs avaient cherché à chiffrer son montant et à démanteler son fonctionnement. Plusieurs préconisations avaient été formulées, pas toujours suivies d'effet. Stéphane Amalian. Placer de l'argent hors de France n'est pas en soi illégal. Mais dissimuler ses avoirs au fisc constitue une fraude. Et un manque à gagner pour l'État, il serait proche des 80 milliards d'euros par an. Des propositions avaient été formulées par le Sénat en 2012 et 2013 pour prévenir les abus, notamment l'instauration d'un délit d'incitation à la fraude fiscale, la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics attaché au Premier ministre et un plus grand recours aux poursuites judiciaires. Des propositions qui ne sont pas reprises par la loi du 5 novembre 2013 qui donne un nouveau cadre à la lutte contre la fraude fiscale, avec notamment la création d'un procureur financier national, des amendes plus sévères et un recouvrement rapide des sommes dues à l'État. En 2015, la lutte contre la fraude a permis à l'État de recouvrer plus de 12 milliards d'euros et 2,65 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités ce soir sur ce plateau. Richard Yung, bonsoir. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Face à vous, Charles Prats, bonsoir. Magistrat, vous êtes spécialisé dans la fraude fiscale et sociale. Richard Yung, on le précisait à l'instant, le Sénat qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'évasion fiscale. On a l'impression que 3 ans après, rien n'a bougé. Est-ce que vous êtes surpris ce soir par l'ampleur de ces révélations? Ah, ça, certainement, oui. Je dois dire que l'ampleur est assez étonnante et on se dit que ça existe encore dans d'autres endroits. Donc ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ceci dit, il y a un certain nombre de progrès. Il y a d'ailleurs un projet de loi Sapin 2 qui est en préparation et qui doit venir devant le Sénat et qui doit renforcer la lutte contre la fraude fiscale. C'est vrai que les résultats de 2013 sont pas très bons, mais il y a aussi tout un travail qui se fait au niveau de l'OCDE avec les différents pays du G20, etc., sur lesquels, je pense, nous progressons de façon significative dans l'échange des données et dans le calcul des bases fiscales. Donc il y a du progrès. J'ajoute que nous avions refusé 2 fois la convention fiscale avec Panama, ici, au Sénat. Charles Prats, on va y venir. On voit bien cette onde de choc au niveau mondial avec bien les dirigeants de nombreux pays en première ligne, notamment le Kremlin. Quelles conséquences ça peut avoir, ce type de révélation? Écoutez, des conséquences politiques, on le voit, il y a déjà des conséquences en politique interne dans les pays qui sont concernés, parce qu'on vise des chefs d'État ou du personnel politique de haut niveau. Bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est la maîtrise des finances publiques, c'est la lutte contre la fraude, c'est les problématiques de déficit budgétaire. Objectivement, alors la presse annonce 1 millier de Français pris dans cette investigation de journalistes. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous donner 5, 10, 15 noms à la fin de la semaine. Mais si on n'a que 5, 10 ou 15 noms, l'intérêt réel public pour les finances publiques de cette opération, ce sera 0. Ce qu'il faut, c'est que les journalistes de l'ICIJ et du Monde acceptent de donner le millier de noms et les documents y afférents à la justice, pas à l'administration fiscale, à la justice, pour que les enquêtes judiciaires, qui sont beaucoup plus efficaces que les enquêtes fiscales, soient menées. Vous savez, moi, il y a 3 ans, quand il y a eu le premier Offshore Leaks, avec le même consortium l'ICIJ, à l'époque j'étais juge d'instruction, et il y avait un nom qui apparaissait dans un de mes dossiers. J'ai demandé à l'ICIJ et au Monde les documents concernant cette personne. Ils ont refusé de me les donner alors que j'étais juge d'instruction et que je leur demandais dans une enquête judiciaire. Donc c'est très bien que le président de la République dise on va déclencher des enquêtes. Moi, j'attends simplement de voir si les journalistes acceptent de donner les documents à la justice ou pas. Parce que si c'est pour faire une demande d'assistance internationale au Panama, le Panama ne va pas forcément répondre. Et si c'est pour... Il promet de coopérer. Oui, d'accord, mais bon, mais sur des noms. Mais si c'est simplement pour qu'au bout d'une semaine, il y a eu beaucoup de barouf médiatique, si vous me passez l'expression, mais qu'au final, on ait 10 noms de personnes qui sont déjà en enquête judiciaire... C'est un risque, Richard Yung, effectivement, que ce nouveau scandale reste une nouvelle fois sans réponse, en quelque sorte, et que les choses n'évoluent pas du tout. Je crois que ce que vous avez décrit, c'est la réalité. On le sait. Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance face à ce peut-être un élément de réponse, je ne sais pas s'il est très très fort, c'est
le statut de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, s'ils ne vous le donnent pas, leur source, c'est qu'ils veulent se protéger, ils ont peur. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Donc, si on arrive à mettre en place un statut de lanceur d'alerte, ce qui est prévu dans la loi Sapin 2, je pense que ça peut... Là aussi, cette question, et on entendait Hervé Falciani sur notre antenne. Alors, il y a le cas d'Hervé Falciani que j'ai croisé à plusieurs reprises. Il y a aussi le cas de Stéphanie Gibault, qui est la lanceur d'alerte d'UBS, qui est au RSA aujourd'hui, qui a eu sa carrière brisée, sa vie brisée. Tout ça là aussi, il faut attendre de longues années avant finalement qu'il y ait des protections pour les lanceurs d'alerte. C'est pas une question de longues années. Par exemple, dans le cas de Stéphanie Gibault, qui a fait une alerte sur l'UBS, il y a eu un choix qui a été fait. Le choix qui a été fait est de passer en procédure fiscale et après pénale. Mais si le choix avait été fait de passer en procédure douanière, c'est un petit peu technique, mais elle aurait pu être référencée comme aviseur et être rémunérée par l'administration des douanes sur le montant de l'amende qui avait été collectée, ce qui n'est pas possible en matière fiscale. Donc là, c'était un choix initial qui a été mal fait pour l'intérêt du lanceur d'alerte. Il y a éventuellement des choses à faire. Parce que le problème du lanceur d'alerte, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'il puisse refaire sa vie derrière. Et refaire sa vie derrière, sa vie professionnelle, elle est morte. Donc il faut qu'il ait suffisamment d'argent pour pouvoir vivre correctement. Regardez ce qui s'est fait aux États-Unis sur l'UBS, justement. Le lanceur d'alerte a fait un peu de prison aux États-Unis. Il a dû faire 1 an et quelques de prison. Mais derrière, il a pris des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc lui, il est tranquille. Donc tant qu'on n'aura pas un système où effectivement... Alors moi je suis très pragmatique, mais je suis un ancien douanier, donc c'est normal. La rémunération des aviseurs, ça ne me choque pas. Ça fait partie de la recherche de renseignement. Mais tant qu'on n'aura pas un système de protection réel du lanceur d'alerte, y compris d'ailleurs avec une espèce d'impunité au regard des infractions pénales qu'il pourrait commettre. Par exemple, quelqu'un qui est dans une banque ou dans un cabinet d'avocats qui devient lanceur d'alerte, il commet une infraction pénale. Il fait une violation du secret professionnel. Et aujourd'hui, la loi ne lui donne pas d'impunité. Ou alors qu'il ait un anonymat par rapport au public. Ça fera effectivement partie des mesures contenues dans le projet de loi Sapin 2. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur le rôle des banques, puisqu'on a parlé des personnalités dont les noms vont être dévoilés. On en connaît déjà quelques-uns. Ce rôle des banques, déterminant, on l'a déjà dit, et le Sénat aussi s'était intéressé à cette question. On sait que la Société Générale est dans le collimateur. Alors là, quelles sont les propositions finalement des parlementaires pour faire évoluer ce point? Je pense que certainement la Générale, mais il y en aura probablement d'autres. Il n'y a pas de raison. Tout le monde est logé à la même enseigne. Une des choses que nous avions inclus dans la loi bancaire, c'est la publication par les banques, et c'est effectif à partir du 1er janvier 2015 d'ailleurs, c'est de l'ensemble de leurs activités internationales, dans quel pays elles sont, quel chiffre d'affaires elles font, quels bénéfices et quels impôts elles payent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est publié maintenant depuis 1 an. Je pense que c'est de nature quand même à les faire réfléchir un peu. Sauf que certaines banques, et notamment on parlait d'HSBC, qui ont déjà été condamnées et finalement rien ne bouge non plus. Alors là, que faire? Si vous voulez, c'est toujours pareil. On est dans ce que je m'évertue à dire. Alors ça a failli passer au Sénat la semaine dernière, malheureusement ça n'est pas passé dans les amendements. C'est que pour traiter ces problèmes-là, il y a un moment donné où il faut faire simple. Parce qu'on est dans l'opacité, on est dans la complexité. Donc quand on est en face de schémas complexes, il faut simplifier les méthodes d'enquête et les méthodes de poursuite, c'est les manières de poursuivre. La méthode simple, c'est d'abord de travailler sur le cash, parce que la personne qui fraude fiscalement ou qui planque ses avoirs qui proviennent d'activités criminelles, il a besoin de réutiliser ses fonds à un moment donné, parce que sinon ça sert à rien. Si c'est pour avoir une ligne de compte sur une ligne bancaire, ça ne lui sert pas, donc il réutilise les fonds. Ce qu'il faut faire, c'est attraper et attaquer le fraudeur en aval, au moment de l'utilisation des fonds. Alors ça, vous le faites comment? Soit vous le faites par le contrôle du cash. Et donc la semaine dernière, Nathalie Goulet, qui est la sénatrice donc UDI, avait proposé un amendement qui devait permettre aux douaniers de contrôler l'origine, de demander l'origine du cash qui circulait. La provenance, ça a été refusé. Voilà, alors le Sénat a voté des restrictions sur les cartes bancaires prépayées à quelques centaines d'euros. En revanche, vous pouvez vous balader avec 1 million d'euros dans la rue tranquillement. En espèces, personne n'a le droit de vous demander d'où ça vient. C'est amusant, mais bon, c'est comme ça. On peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait. Et autre chose qui avait été aussi proposée par Nathalie Goulet et d'autres sénateurs la semaine dernière, c'était la justification de l'origine licite des mouvements financiers internationaux, dans le cadre du délit douanier de blanchiment. Voilà, parce que vous savez que le délit douanier de blanchiment, c'est des fonds qui traversent la frontière, quelle que soit la manière, et qui proviennent d'un délit douanier. Là, l'idée, c'était de dire que si ce n'était pas justifié légalement par la personne, paf, les fonds étaient saisis en délit. Peut-être la réponse de Richard Young. Comment expliquez-vous ce vote négatif des parlementaires?
Les douaniers ont beaucoup de pouvoir en la matière. Je me rappelle, en matière de... Moi, je m'en étais occupé sous l'aspect contrefaçon et on leur avait donné des capacités d'intervention importantes, en particulier, de faire d'infiltrer des réseaux, etc. En matière de lutte contre le blanchiment, quand même, bon, la question de la carte bancaire n'est pas négligeable parce qu'elle sert quand même à financer un certain nombre d'actions terroristes. Et il y a maintenant la règle de devoir justifier tout paiement de plus de, je ne sais plus, 1000 ou 2000 euros en liquide. C'est quand même une restriction relativement importante et qui oblige les gens à expliquer pourquoi ils payent en liquide. Donc, moi, je pense que ça progresse. C'est pas parfait, c'est pas parfait. On peut se demander pourquoi. Et il y a aussi l'exception fiscale qui a été votée la semaine dernière, c'est-à-dire la fin du monopole de Bercy. Ça, c'est quand même une grande avancée du Sénat. Donc, qui a fait sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Même si le gouvernement n'est pas très content, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que ça permet, ça, pour que les téléspectateurs comprennent? Mais ça, c'est très important en lien avec le dossier Panama. Le président de la République explique que des enquêtes vont être diligentées. Il faut savoir que, encore aujourd'hui, c'est encore le droit positif, le procureur de la République n'a pas le droit de poursuivre quelqu'un pour fraude fiscale s'il n'a pas d'abord une plainte du ministre du Budget, qui lui-même ne peut déposer cette plainte que s'il a l'avis conforme d'une commission qui s'appelle la commission des infractions fiscales, qu'elle-même ne peut statuer que si elle est saisie par l'administration fiscale. C'est un triple verrou, le verrou de Bercy. Et sinon, à peine d'irrecevabilité de la procédure, nullité de la procédure, le procureur ne peut pas poursuivre pour fraude fiscale. Alors depuis l'arrêt Talmont, de la Chambre criminelle de cassation en 2008, la justice arrive par le blanchiment de fraude fiscale à essayer de faire quelque chose. Mais sur la fraude fiscale normale, on ne peut pas poursuivre s'il n'y a pas la plainte du procureur, du ministre du Budget. Une petite révolution. Oui, alors la semaine dernière, c'est une révolution. C'est une vraie révolution qui est passée inaperçue à 11h30 du soir. Peut-être ça a été par surprise, on ne sait pas. On va voir. Donc un amendement a été déposé. On va voir. Il y a eu, alors j'ai suivi les débats sur mon ordinateur en direct, parce que j'étais très intéressé, et j'ai découvert ce débat. C'est marrant parce que le Yukun Kun a été cité aussi par le garde des Sceaux dans le débat, etc. C'est assez drôle. J'invite tout le monde à regarder le replay s'il en a encore disponible. Il faut inviter tout le monde à regarder les débats parlementaires. Mais ce qui a été voté par le Sénat, c'est une première ouverture du verrou de Bercy, c'est-à-dire de dire que quand la justice elle-même découvre dans le cadre de ses enquêtes judiciaires, de manière incidente ou de manière connexe à d'autres infractions, ça peut être par exemple du trafic de drogue ou du financement, un proxénétisme, etc., qu'elle découvre des fraudes fiscales, là, le procureur n'aurait plus besoin de solliciter une plainte préalable, un contrôle fiscal, etc., pour pouvoir aussi poursuivre les gens pour fraude fiscale. Donc ça, c'est très bien. Mais le gouvernement était contre. Il faudrait que ça passe en commission mixte paritaire bientôt. Et là, j'aurais tendance à dire que si le résultat de Panama Leaks, c'était de faire changer d'avis le gouvernement et que le Parlement se mette sur la position de sagesse du Sénat, ce serait parfait. Richard Yung, vous évoquiez à l'instant aussi cet aspect de convention, de ratification de convention fiscale avec Panama. Où en est-on aujourd'hui, justement? Est-ce que c'est un pays qui... De mémoire, je n'ai pas toutes les conventions en tête, mais de mémoire, on n'en est nulle part, puisqu'on l'avait rejeté une première fois, ça devait être en 2011, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de garantie... c'est toujours des déclarations d'intention, oui, le gouvernement de Panama. Bon, enfin, on peut imaginer ce que ça veut dire. Et on l'a rejeté une deuxième fois, en 2013, je crois. Donc on en est là, pour l'instant. Donc, en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de convention fiscale. Ça veut dire qu'on doit traiter les affaires cas par cas, ce qui n'est pas non plus la meilleure chose. Et en fait, il faudrait au moins obliger le gouvernement de Panama à procéder à l'échange de renseignements et de données, ce qui se fait maintenant avec tous les pays du monde. Ça, c'est envisageable selon vous, Charles Prats, cet échange de données qui est effectivement... C'est envisageable, mais Panama a une particularité, et c'est pour ça que les Panaméennes ont toujours eu du succès depuis il y a 40 ou 50 ans, c'est que Panama pratique encore les sociétés avec action au porteur. Donc, l'argent, par exemple, n'est pas à Panama. Là, Panama, c'est une structure d'accueil de personnes morales, de sociétés, mais qui sont propriétaires de biens un peu partout sur la planète ou titulaires de comptes bancaires en Suisse, à Hong Kong, etc. Et donc, la technique de la panaméenne, la plus intéressante, c'est l'action au porteur, qui vous permet d'avoir une anonymisation complète de l'ayant droit économique, et éventuellement même une cession
en dehors de tout circuit départ et donc des ayants droit économiques de la Panaméenne. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, un système d'échange de données finalement est inefficace parce que quand bien même la société qui a créé la structure vous dit bah, c'est Monsieur Dupont qui était derrière, Monsieur Dupont peut très bien vous dire oui effectivement au début c'était moi mais je l'ai cédé à Monsieur Durand qui peut-être l'a cédé à Monsieur Duchemol, etc. Et donc vous êtes en action au porteur. C'est mort. On voit bien l'opacité de toutes ces procédures. Merci Richard Yung, merci Charles Pratt. Je vous propose justement bien de revoir les travaux parlementaires. C'était en 2012 et en 2013 avec ces échanges, notamment entre la rapporteure générale du budget à l'époque, la sénatrice socialiste Nicole Bricq, et la secrétaire d'État au budget Valérie Pécresse. Elles évoquaient justement cette convention fiscale entre Panama et la France. Si je regarde la liste qui a été publiée ce matin, évidemment Panama a disparu, ça on avait compris qu'il y avait urgence, que le gouvernement voulait absolument faire disparaître Panama. Mais, et vous venez de dire tout à l'heure, dans votre propos liminaire, j'ai noté vos propos, la signature des conventions fiscales n'est qu'une première étape qui doit être suivie des faits concrets. Je rappelle que nous avons refusé en séance à l'unanimité le Panama parce qu'on a jugé, comme le Forum du reste, qu'il n'avait pas la capacité normative de ne plus être un territoire non coopératif, malgré la volonté de ses dirigeants. Alors, pour vous expliquer comment on travaille. Comment on travaille D'abord, peut-être un chiffre, mais vous l'avez déjà cité. En 2011, nous avons formulé 301 demandes à destination des nouveaux États et des territoires qui ont signé une convention de coopération fiscale. À ce jour, on a un tiers des réponses reçues qui sont satisfaisantes. C'est les chiffres que nous avons communiqués en novembre 2011. Mais voilà, ces chiffres sont connus. Mais en réalité, il est quand même un peu tôt pour faire une évaluation. C'est comme quand on m'avait demandé d'évaluer le crédit impôt recherche 6 mois après sa mise en place. On est obligé de travailler avec ces pays, de voir où sont les points d'achoppement dans leurs droits nationaux. Vous en avez parlé, dans leurs droits nationaux, ils ont souvent des points d'achoppement. Si je prends l'exemple de la Suisse, le fait que la Suisse ait dans son droit national l'obligation d'informer tout détenteur d'un compte en Suisse d'une demande d'information fiscale faite par un pays étranger, comment vous dire, ça nuit un peu à l'efficacité du contrôle, vous voyez. Bon, donc on doit identifier dans les droits nationaux des pays avec lesquels on a signé des conventions ces espèces de dispositifs législatifs qui font blocage en réalité à la bonne exécution de la convention. Et en même temps que nous les identifions, l'OCDE fait son travail et les identifie aussi. C'est ce que vous venez de dire sur le Costa Rica. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la situation du Costa Rica, mais c'est exactement le même sujet. L'OCDE fait le même travail que été évalué en phase 2, c'est tout. Oui, il n'a pas été évalué en phase 2, mais il est en phase 1. Le Forum mondial ne travaille pas. Le travail du Forum mondial est différent du travail de la liste. Nous partons de la liste OCDE et nous sortons tous les pays qui signent des conventions d'échange d'informations. Voilà. Et ensuite... Mais ça ne suffit pas, c'est ça que je veux dire. Et ce que je voudrais pouvoir apprécier, Madame la Ministre, c'est votre calendrier de négociation. Et moi, je souhaiterais, Monsieur le Président, que soit versé dans les travaux de la commission d'enquête le calendrier de négociation que vous avez pour arriver à sortir ces pays de la liste française. S'il y a une liste nationale... alors qu'il n'y a plus de liste noire au niveau de l'OCDE, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que les pays conservent la faculté de choisir, de signer avec tel ou tel. Donc moi, je souhaiterais que nous ayons le calendrier de négociation pour apprécier ce que fait l'ADLF et les critères d'appréciation. Parce que vous me renvoyez à ce qu'on sait déjà depuis novembre 2011. C'est pas ça que je vous demande. C'est qu'on comprenne les choix du gouvernement. Mais les choix, le sujet, c'est de négocier l'accord. Qui s'engage chaque année pour arriver à la liste. Voilà. Et aujourd'hui, il y a pratiquement... Enfin, il y a très peu de... Moi, je ne crois pas que le calendrier... Enfin, j'essaye de comprendre ce que vous essayez de me demander. En réalité, aujourd'hui, il reste sur la liste très peu d'États.
Parce qu'en réalité, on a réussi à faire des négociations avec l'essentiel des grands États avec lesquels nous avions des intérêts économiques. Il en reste quelques-uns, mais c'est un tout petit nombre. Vous avez vu la liste. Tout le monde sait que ce sont des paradis, ceux-là, on le sait quand même. Tout le monde le sait. C'est la liste noire. C'est la liste noire. C'est la liste avec laquelle on n'a pas d'accord. d'accord. Parce qu'ils sont sortis, qu'ils ont signé avec 12 autres pays des conventions. Alors, attendez, Madame Bricq, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Vous dites quel est le calendrier de la signature des accords. Il reste quelques pays. Attendez, oui. Alors, vous voulez le passé ou vous voulez l'avenir? C'est ça que je comprends pas. Ah, mais je veux les deux. La loi vous impose d'avoir le passé, c'est-à-dire le bout de vos actes, et que j'ai toujours... Je rappelle quand même que le groupe socialiste a toujours soutenu tous les dispositifs de votre collègue prédécesseur Éric Woerth concernant la lutte sur la fraude fiscale. Je sais, beaucoup de votes on a toujours voté. Bon. Donc, pour le passé, je veux que la loi soit respectée et que le gouvernement nous informe de l'exécution des textes que nous avons votés au Parlement. Et pour les choix concernant la lutte contre les paradis fiscaux pour l'avenir, eh bien, comme on a une liste française, je veux comprendre comment elle s'établit, à partir de quel choix on négocie avec tel ou tel pays et on le sort de la liste. Non, on ne fait pas des choix. Vous parlez d'intérêt économique, d'intérêt diplomatique. Ce n'est pas les critères de choix. Le critère de choix, c'est la direction des finances publiques qui travaille avec les services des impôts des autres pays, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, certes, mais c'est vraiment des administrations fiscales qui se parlent. Et ensuite, c'est les chefs d'État qui décident ou non de signer un accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de choix de tel ou tel pays. On a proposé à tous les pays qui étaient sur la liste de négocier avec l'État français. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Et ceux qui ont dit oui, on a négocié avec eux la convention qui nous paraît être la bonne, c'est-à-dire celle qui permet l'échange d'informations, la transparence et la coopération fiscale. Le problème, moi, Madame Bricq, me semble plus être le passé. Le problème me semble être l'avenir. C'est-à-dire, en réalité, on a ces accords signés. Maintenant qu'on a sorti ces pays de la liste, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces accords ne sont pas des accords pour la forme, papier, voilà, des accords papier, mais des accords efficaces. Et là-dessus, je pense que tout l'enjeu des années qui viennent, c'est effectivement de mettre ces accords sous vigilance. Et je pense que le gouvernement, enfin en tout cas la position que je prendrai au nom du gouvernement, c'est ça, c'est de dire ces accords sont signés, mais maintenant nous entamons une période d'application vigilante pour voir si l'accord s'applique ou pas. Et si l'accord ne s'applique pas, je pense qu'il faudra que nous revenions devant le Parlement, que nous en rediscutions et que nous voyions comment nous faisons un éventuel retour en arrière sur la liste d'un accord qui ne serait pas appliqué. Comment on sanctionne la non-application de l'accord? Et je crois que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est plus est-ce qu'on a négocié dans le passé ou pas. Oui, on a négocié. C'est très bien qu'on ait négocié avec tous les États qui étaient des paradis fiscaux. Plus on négocie, mieux c'est. Le problème, c'est plus ça. C'est une fois qu'on a signé l'accord, est-ce qu'il est efficace? C'est pour ça que j'ai pas compris la position qu'a prise le groupe socialiste au Sénat sur le Panama. Parce que le Panama accepte de signer un accord de transparence. Acceptons-en l'augure, signons avec le Panama, c'est un geste, c'est une avancée, il faut le faire, on signe, on ratifie, une fois qu'on a ratifié et signé, on fait entrer en vigueur l'accord. Si l'accord ne marche pas, vous voyez, vous présumez la bonne volonté des partis. Non, excusez-moi madame, excusez-moi, je ne présume pas parce que je vois par exemple que Trinidad et Tobago ne sont plus sur la liste alors qu'ils sont évalués négativement par le forum. Donc l'année prochaine, quel que soit le gouvernement, puisqu'ils ont été évalués négativement par le forum, eh bien je ferai la même chose avec quel que soit le gouvernement. Si je suis toujours à cette place, je lui demanderai pourquoi il n'a pas réintégré en fonction de ce que la continuité de l'État s'opérant, vous avez dit, vous, en responsabilité, qu'on pouvait remettre des États. Donc, je ne comprends déjà pas pourquoi ces deux entités, Trinidad et Tobago, ne sont pas sur la liste publiée aujourd'hui, mais compte tenu de ce que vous venez de dire, ils devraient y revenir l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, votre émission On va plus loin, autour de Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Bonne soirée et à demain.